Previously on J'aime jouer. Le podcast. On a dit quelques petites choses étranges. Est-ce que Resident Evil c'est pas aussi une licence de vieux con? Elle ne flanche pas, hein. Elle est increvable, hein. Vraiment, c'est une vraie petite Jacqueline sauvage. Hein. Oh là. Structurée en niveau, chaque niveau. Le doublage complètement à côté de la blague, alors il est dispo. Moi je me chie dessus, très honnêtement. On a fait des vannes douteuses. Je me demandais quelque part si notre président avec sa femme ne faisait pas du rétro gaming. Notamment offert dans l'édition collector, un nettoyeur d'écran qui n'est rien d'autre qu'une petite culotte. Un fessier qui est modélisé avec des jambes, donc un cul dans lequel vous pouvez donc insérer ce contrôleur en forme de doigt. Donc on se retrouve donc dans l'univers merveilleux du caca, à tirer des boulettes marrons sur des animaux géants qui crachent du caca. Il faisait la danse des épaules, c'était incroyable, c'était magnifique. Cyril Hanouna de l'époque. Ah mais exactement. Ah non mais c'est super, Cyril Hanouna dans Street Fighter. On a souvent parlé des copines. Attends, t'es en train de dire juste que ta chérie te regardait la tromper avec une créature de polygone. Exactement ce que m'a dit ma foi. Fait à deux avec ma copine. Finir, je l'ai joué avec ma copine. Je vais reparler de ma compagne, comme à chaque podcast. Je fais, comme souvent c'est un gimmick dans ce podcast, avec ma compagne. Parfois on est vaguement mignon, je pense. Clairement, enfin voilà, franchement, je me suis posé plus de questions en 20 heures de Nier Automata qu'en un an de philo interminable, quoi. Donc, Le gros jeu de casse-tête de l'année dernière, qu'on a tous adoré ici. non. Quand je jouais à Metal Gear Solid, j'étais bien attaqué. Quand je sortais de chez moi, j'habitais chez mes parents encore à l'époque, je longeais les murs, je me mettais derrière des caisses, et quand j'arrive chez mes potes, j'étais toujours dos au mur, et je frappais la porte pour les attirer. Ça donne du frisson, quoi, quand on a réussi à abattre un tigre de 3 mètres de haut qui ressemble à une Audi TT, quoi. C'est juste... Et oui, chers auditeurs, après avoir écouté tous ces gens qui ont fait n'importe quoi, moi je vais vous aider à y voir plus clair. T'as donné de l'argent pour qu'on développe un jeu, qu'est-ce qui s'est passé là? Avec des dinosaures, je répète. Ah bah moi je te donne un Oscar pour la vanne la plus forte, Watch Dog qui devient Wesh Dog. C'est trop bien. Et en faisant des jeux avec des professionnels du jeu vidéo et avec des historiens. C'est pas à peine de nous sortir Assassin's Creed Louis XIV. On s'en fout. Hein. Oui c'est vrai que les Call of Duty sont restés bloqués à une simplicité de pub de saucisses Certa. C'est le genre de FPS qui m'intéresse dans le sens où ça déculpabilise le meurtre. Moi, j'aime Non, bien mais- tuer des gens. Alors. Virgile a un problème avec le handicap je pense. Du coup, c'est vrai que ça a lancé ce que j'appelle cette tendance des jeux téléthon, quoi, où tu t'incarnes souvent un myopathe ou un mec tétraplégique qui arrive pas à contrôler. C'est comme si tu te faisais opérer par un myopathe, quoi. Enfin, Toi t'as un problème avec les gens qui ont un handicap. Le point Godwin de Virgile est atteint. Donc Virginia, peut-être un jeu fait par des dyslexiques. Manu? Les débats sont souvent intenses. Et donc ils ont fait ce simulateur de chèvre, donc tu incarnes une chèvre sur une mini-map. Est-ce qu'ils ont fait la chèvre chez les légionnaires? Et après, il y a un principe de troc avec des navets, je crois. C'est des navets blancs qui poussent une fois par an. C'est notre monnaie, c'est ça? Non, c'est pas une autre monnaie, ça, c'est un légume. D'accord. Mais Je qui sais. ne meurt- Non, mais Merci, j'ai non, déjà mais vu c'est des important. navets. Non, oui, alors, Est-ce que parmi vous, vous avez le souvenir d'accessoires con qui ont rendu un jeu exceptionnellement stupide? Donc Konga. Ah oui. il était très bien. Là par exemple, il y a une remasterisation de Crash Bandicoot. On sent pas la race de Crash Bandicoot, ça. Là, je dis merde, là, je suis désolé, je te coupe. Là, je dis merde parce que. Retire ce que t'as dit. Par rapport... Flash en direct, attention. Pardon. Est-ce que c'est nécessaire, quoi? Est-ce que c'est véritablement quelque chose Est-ce d'important? que jouer aux jeux vidéo, c'est nécessaire? Non mais Mic drop. je comprends que t'aies acheté une Switch récemment et du coup t'essaies de trouver des voies et moyens pour te justifier, tu vois, mais... Ok, on arrête de niaiser maintenant, c'est parti pour la saison 2 de J'aime jouer. Bienvenue dans J'aime jouer le podcast, nous sommes toujours dans la saison 2 et vous nous avez fort accompagnés la semaine dernière. Aujourd'hui, on est avec Manu. Ouais. Anto. Salut. Romain. Salut. Laurent. Salut. Virgile. Hello. Adil. Hey. Guillaume aussi, au son et à la voix. Et toujours notre invité Damien. Salut Yacine. C'est parti.
J'aime jouer. Le podcast. Bienvenue dans un épisode thématique cette fois-ci, puisque la semaine dernière vous avez eu un épisode fast, c'est notre nouvelle formule, un épisode fast, un épisode thématique et plein d'autres choses, vous verrez bien. Aujourd'hui on parlera de finir les jeux, aller au bout des choses, ne pas finir les jeux, en avoir marre parce qu'ils nous cassent les couilles, et toutes ces bonnes choses. On va commencer en parlant tout de suite de choses simples comme la philosophie. La fin désigne ce vers quoi tend un système de choses. Est-ce que la fin est l'enjeu des jeux? Manu? Non, je pense que le premier truc, c'est le plaisir immédiat d'un jeu. Je pense que la fin n'est pas finalement une finalité dans un jeu. Je vais prendre un exemple, par exemple Dishonored, le premier, j'ai adoré jouer, j'ai détesté la fin. Mais c'est un jeu que j'aime, donc la fin n'est pas une finalité. D'accord, un peu comme des histoires d'amour, la fin n'est pas l'enjeu. Oui, Adil? Quand tu penses aux premiers jeux vidéo, aux jeux d'arcade, etc., t'avais quelques jeux où la fin était importante, mais globalement, t'avais le plaisir immédiat du jeu, quoi, du gameplay, etc., qui te faisait kiffer, et tu pensais même pas à la fin. Quand tu joues en arcade, généralement, tu pensais jamais à la fin, quoi. Tu mettais ta pièce dans Double Dragon, tu te disais pas que t'allais voir la fin, quoi. Les jeux étaient pas designés pour avoir une fin, justement. Tu mettais ta pièce et fallait en remettre une pour continuer, quoi. Oui, t'as raison, Damien. Laurent? Ouais, enfin, je pense que c'est vrai que la fin des jeux est arrivée plutôt avec l'avènement des scénarios dans les jeux. Vraiment avec le côté cinématographique du jeu. Avant, c'est vrai que, effectivement, comme on a dit, quand on achetait un jeu, on l'achetait pour la promesse du gameplay, du challenge qu'il y avait, mais pas forcément de la fin. On n'attendait pas de voir la fin d'un jeu. D'accord, mais par exemple, quand tu joues à Donkey Kong, on a un super documentaire qu'on peut voir sur Internet et ailleurs, qui s'appelle King of Kong, où les gens font le plus haut score dans Donkey Kong, ils vont quand même à la fin du jeu. C'était pas un enjeu pour eux à ce moment-là? Et c'est quand même les années 80. Oui, mais parce qu'on s'adresse à une autre catégorie de joueurs, je pense. Les gens qui font du score. À ceux qui font du score. Enfin, après, t'as autant de façons d'aborder la fin d'un jeu qu'il y a de joueurs. Enfin, t'as ceux qui veulent vraiment scorer, ceux qui veulent voir, découvrir différents gameplays, qui veulent se challenger eux-mêmes, mais pas forcément prouver aux jeux qui sont carrément les plus forts. Ok, Adil? C'est aussi parce que, le jeu dont tu parles à l'instant, Donkey Kong, est-ce que tu avais des jeux qui étaient scénarisés pour te mener à une fin que tu avais envie de découvrir à l'époque, quoi, tu vois? C'est-à-dire que... Parce que déjà, il y avait un scénario, quoi. Non, mais c'est ça, et puis même à l'époque, tu vois, t'avais pas forcément des jeux avec un scénario élaboré, etc. Aujourd'hui, il y a à la fois des jeux de score que tu peux platiner, machin, dans tous les sens, et puis en même temps, des jeux qui te donnent envie nécessairement d'aller à la fin. Oui, Virgile? Dans Super Mario Bros 1 sur NES, il y a une fin, il y a un scénario. Mario, il cherche sa go, elle est toujours dans un autre château, et à la fin, il va la chercher, elle est dans le château, il y a un scénario. Il a juste un bisou. Ok, je vois où tu vas en venir. Manu? Est-ce que la fin justifie les moyens? Ok, ça c'est fait, voilà. Damien, c'est vrai, mais un jeu, c'est ça. Damien, sauve-nous. Non, mais pour reprendre ce qui s'est dit, c'est que si tu veux arriver à un moment, quand le jeu ne consiste pas à répéter la même action, donc comme dans un Mario, et qu'il faut avancer, changer de décor et tout, il faut bien créer une fin parce qu'ils vont pas faire des décors à l'infini. À l'époque, c'était pas possible. Donc en gros, tu as une fin. Le but, c'est que tu joues pas pour découvrir cette fin. Tu joues juste pour voir quel était le challenge. A priori, plus tu vas vers la fin, plus c'est dur. Et en gros, t'as montré à tout le monde que t'avais réussi à faire le plus dur dans le jeu, qui sont les derniers niveaux. Mais c'est une autre conception de la fin. Ça n'a rien à voir avec les jeux d'aujourd'hui à scénario, où tu vas pour avoir un dénouement scénaristique et des choses comme ça, quoi. D'accord, bah justement, tu me fais une super transition. La fin, comme achèvement, comme accomplissement, un dénouement, une apothéose. Mener à son terme un jeu, aller jusqu'au bout, achever. Je vais vous demander quels sont vos meilleurs souvenirs de fin, de catharsis. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver sur les fins qui vont vraiment, vraiment donner du challenge ou alors nous faire rêver? Vas-y, je t'en prie, Manu. Bah, moi, la première fin qui m'a fait vraiment rêver, c'était Metal Gear Solid. Je suis pas surpris, pardon. C'est normal que tu sois pas surpris. Mais en fait, il y a une fin dans le jeu, mais si tu es un joueur patient et que tu profites du générique, t'as une autre fin. T'as une fin, une promesse d'une suite et un dernier dénouement. C'est-à-dire que la personne qui passe le générique de fin de Metal Gear Solid, il loupe le gros dénouement qui se passe vraiment à ce moment-là, qui est juste une conversation téléphonique entre les deux personnages, Revolver Ocelot, et un personnage qu'on ne connaît pas à l'époque qui est Solidus Snake. Solidus qu'on retrouve dans Metal Gear Solid 2. Et si on participe pas à cette fin, on loupe le vrai big twist dont a le secret Kojima.
D'accord. D'ailleurs, c'est devenu un gimmick répété dans tous les épisodes de Metal Gear. Et d'ailleurs, c'est un gimmick qui est dans le Marvel Universe non-stop, quoi. Faut regarder le générique pour voir l'autre connard endimanché qui va faire je sais pas quoi dans quel film, et ainsi de suite. Sauf qu'effectivement, dans les Metal Gear, il y a un peu plus de profondeur que ça. Damien ? Non, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est plus une pub pour le prochain film dans les Marvel. C'est drôle à regarder, hein, je dis pas le contraire, mais par contre, là, c'était vraiment, ça t'apportait quelque chose à l'histoire que tu venais de vivre. D'accord. Pour ma part, moi, j'ai une fin que vraiment m'a vraiment plu. Alors, complètement d'accord avec Metal Gear. Moi, le jeu, j'ai rien à dire là-dessus. C'est dans Ico. Tout le périple d'Ico est hallucinant. Ico, c'est un jeu qui était sur PlayStation 1, 2, ok, 2, et tu joues un petit garçon qui protège une jeune fille qui fait de lumière, et lui c'est un petit sapajou qui essaie de la protéger contre les ombres et ainsi de suite. Enfin, une petite caille du coin. C'est un petit peu un rebut de son village quand même. Voilà, un rebut. Il est né avec des cornes. Voilà, il est né avec des cornes comme beaucoup de jeunes hommes actuellement parce qu'ils font pas leur boulot. Et donc, tu aides cette fille jusqu'à la fin, alors qu'elle est fragile et frêle, il y a tout un truc. C'est assez joli, t'es très 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 attaché à cette personne frêle, ça aurait pu être un animal, ça aurait été pareil. Et t'arrives à la fin, et là, moi j'ai adoré le truc déjà parce que l'aventure est très touchante, émouvante, et la réalisation, moi, m'a prise à ce moment-là parce que je connaissais pas trop ce type d'univers dans les jeux vidéo. Et tu peux jouer avec Yorda, avec la jeune fille, en prenant la deuxième manette. Et tu fais pas grand chose, mais c'était, excusez-moi le gros spoil, mais de toute façon je jouerai pas. Ah, quand même. Et puis je m'en fous, vous avez qu'à jouer. Et ça m'a vraiment vraiment touché. Donc je pense que vous pouvez vous ruer sur YouTube et voir ce que c'est. Vous aurez pas eu l'expérience que dans les jeux, si tu n'as pas joué au truc, tu vois des images défiler, qu'elles soient belles ou moches, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est l'expérience. Arriver au bout de l'expérience et avoir cette nouveauté de gameplay et cette nouvelle perspective, moi ça m'a fait vraiment très plaisir et j'ai considéré encore plus les jeux que je les considère maintenant. Oui, Manu ? Ouais, enfin là, ce dont tu parles, c'est un peu une forme de New Game Plus. Mais là où je te rejoins totalement sur Ico, c'est-à-dire que pendant toute la durée du jeu, tu te trimbales, parce que c'est ce qui se passe au début, tu te trimbales cette fille parce qu'elle t'aide à avancer dans le jeu, mais au début c'est un peu un boulet. Mais la force du jeu, c'est que tu t'attaches à ce personnage et qu'il y a un moment dans le jeu où vous allez être séparés et là, tu le vis comme un vrai drame. Moi, je me rappelle avoir joué à ce jeu. Tous les 3/4 du jeu, c'était genre, putain, allez, va à gauche, va à droite, machin. Et là, le moment où on est séparés, là, j'ai vécu un vrai drame, quoi. J'ai fait, ah non, merde. Ah non, c'est pas possible. Guillaume. Oui, Guillaume, vas-y, je t'en prie. Je me demandais juste comment on va faire par rapport au spoil sur ce numéro là, parce que franchement ça devient chaud là. C'est clair. On parle de jeu. Non, c'est sûr qu'on parle de la fin, mais on parlera pas de jeux trop récents pour pas vous spoiler si vous y jouez. On fera attention à ça, mais les jeux vraiment anciens et historiques, on estime que vous avez joué. Si vous n'y avez pas joué, vous êtes coupable. Non, vous n'êtes pas coupable. Si, c'est vrai qu'un petit peu, mais au moins vous passez au nouveau jeu avec un plaisir en attendant des fins qui pourraient ressembler à celles qu'on a déjà nous connues. Oui, Laurent ? Moi je vais revenir, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais la fin qui m'avait vraiment marqué, c'est celle de Conquer Bad Fur Days. Enfin, c'est un jeu de plateforme, mais dans un univers complètement cartoon, what the fuck, super irrévérencieux et en même temps hyper référencé. Et c'est un écureuil alcoolique. C'est un écureuil alcoolique, voilà, qui perd son chemin, qui sa copine, qui est une lapine, l'appelle pour rentrer. C'est ça, lui casse les noisettes. Et en chemin, il se perd et il traverse un pays complètement fou avec des personnages tout aussi timbrés que lui. Mais la fin de ce jeu est juste d'une mélancolie, d'une noirceur. Moi, ça m'avait scotché vraiment parce que le paradoxe entre les blagues, les trois quarts, non, enfin oui, les trois quarts du jeu qui est dans un univers hyper scato, déconne, alcoolo, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, quoi. Et la fin qui est synthétisée par une espèce de mélancolie et une ambiance à la Orange Mécanique qui est juste à tomber par terre. Ouais. Et moi je m'en suis toujours pas remis de cette fin. Enfin, je la trouve fantastique. Oui, Damien. Tu dis Orange Mécanique, c'est même l'ouverture du jeu, hein. C'est une influence directe, c'est une reprise d'une scène, de la scène d'intro d'Orange Mécanique. Bah oui, mais on y revient à la fin quand il est en roi. Carrément. Voilà. Mais, oui, Virgile. Pardon. Pour le quiz qui va venir tout à l'heure, j'ai fait une recherche un peu sur les fins de jeu et il me semble qu'il y a une bonne fin et une mauvaise fin dans Conquer. Tu confirmes, tu saurais dire ? Non, ça je pourrais pas dire. Enfin, moi, la bonne fin, c'est la plus triste possible. D'accord. Voilà. Super. Ah, Adil, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, moi je veux juste conclure sur
le passage Fumito Ueda. Moi, j'ai 3 jeux qui m'ont scotché en termes de fin, et c'est 3 jeux qui, quelque part, ont... Le réalisateur d'Ico, donc. Oui, le réalisateur d'Ico, et donc de Shadow of the Colossus, la fin de Shadow of the Colossus, de Last Guardian, la fin de Last Guardian, et j'en rajoute un autre qui est pas de Fumito Ueda, qui est Journey. Et donc les 2 premiers, c'est pareil, c'est l'émotion que ça a apporté, parce que bref, c'est un peu les mêmes mécaniques en termes de scénario que tu retrouves dans Ico, c'est-à-dire t'as pas mal de passages où t'es séparé de Last Guardian du personnage que t'es censé à peu près diriger, etc. Dans Shadow of the Colossus, jouer à Shadow of the Colossus, de toute façon on va en parler à chaque épisode, donc ça sert à rien. Il va ressortir. Encore ? Ah oui, il va ressortir encore. Ouais, bref. Mais enfin bon, c'est pas grave. Franchement, ça sera toujours mieux que Crash Bandicoot. Et et enfin, Journey, juste pour une scène qui donne de l'émotion par le gameplay. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. Et qui est très simple. C'est vraiment minimaliste. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais tu passes tout le jeu à être limité, gentiment limité, par le gameplay, par le système qui fait que tu peux faire des choses, mais que tu peux pas les faire complètement. Et le jeu, est très court, très simple, il est très, très joli, il est très gentil, etc. C'est pas Shadow of the Colossus, hein. Et à la fin, t'as une scène où, voilà, je spoil, mais le gameplay est totalement libéré et ça marche. Enfin, sur moi, ça marchait extraordinairement bien, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, ce qui m'a marqué dans le jeu, c'est que c'est le gameplay qui m'a fait ressentir cette émotion et pas du tout ce qui se passait à l'écran ou l'histoire, etc. Et ça, je trouve que c'est un truc vraiment particulier et vraiment intéressant. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, c'est que dans les jeux de Ueda, Ico, Shadow of the Colossus et éventuellement Trico, c'est la séparation qui t'a marqué. Mais sur Journey, c'est une libération complète du gameplay et c'est cathartique. C'est pas sur les sentiments, de mon point de vue. Complètement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est complètement sur la face. Enfin, tout d'un coup, Mais il y a aussi un lien avec l'histoire, avec la narration, entre guillemets. Mais c'est pas la séparation qui m'a marqué dans les jeux de Fumito Ueda, c'est vraiment la conclusion. À chaque fois, il arrive à te mettre des grosses baffes avec sa fin. Moi, je suis un mec un peu sentimental, donc ça marche bien. Après, je suis sûr que si t'es pas touché par ce genre de choses... Je crois savoir de quoi veut parler Manu. Évidemment. Est-ce que c'est noir et blanc ? Non. Ah, je pensais que t'avais parlé de Limbo et tout ça, parce que la séparation et la fin qui te slash. Limbo, la fin, elle reste un petit peu en suspens, elle laisse super libre à l'interprétation. Inside, plutôt. Ah bah, Inside fin, aussi. T'as 2 fins, Inside. Ah oui, pardon. Et les 2 te laissent un petit peu à cogiter pendant des heures. Non, j'allais reparler évidemment de BioShock et de tous ces jeux. Évidemment, c'est quand même la fin. Quoi, c'est quand même la fin. Il sort bientôt au cinéma, réalisé par Guillermo del Toro. Il a eu donc le Lion d'Or de Venise et il s'appelle pas BioShock, mais Maman dans la vase. C'est un jeu aux couleurs vertes. Bientôt les affiches chez vous. Vous comprendrez quand vous le verrez. Ramène ta petite sœur, alias BioShock 2. Bientôt le nouveau film de Guillermo del Toro. Pardon. Quelle bande de connards. Non, BioShock, d'abord, tout le jeu est quand même assez prenant, l'histoire, tout le contexte, et en plus, t'as une fin à twist qui est réussie. Il y a des jeux qui n'ont pas réussi, on en parlait dans un précédent podcast de la saison précédente, Spec Ops The Line, qui a tenté le twist en t'amenant à quelque chose et qui a finalement été raté. On était assez d'accord en tout là-dessus, je crois. Alors, j'étais pas là, mais je suis pas d'accord. Ok, bon, Virgile pour nous. T'étais pas là, t'as tort. Voilà. C'est vrai. Voilà, la règle, oui. Bref, et voilà, donc une fin comme BioShock, et même comme BioShock Infinite, quand t'as fini les DLC, ça quand même, ça t'assoit. C'est-à-dire que t'as profité de quelque chose déjà d'un jeu qui était plaisant, un univers, tout ça, et en plus quand t'as une fin plutôt enlevée, twistée, là c'est quand même cerise sur le gâteau. Il faut que vous me prêtiez les DLC parce que ça je revis. Quand tu veux. Avec les... non, tout de suite. Virgile, tu voulais dire ? Ouais, c'est intéressant parce que du coup vous parlez de 2 jeux qui... Alors, je reprends ce que disait Adil sur le dernier. The Last Guardian. The Last Guardian, merci. Ce jeu, tu le commences, tu sais tout de suite où ça va aller. Et tu te dis, la fin ça va être casse-gueule. S'il va là où c'est évident qu'il va aller, c'est-à-dire l'amour pour cette bébête, je veux pas spoiler, mais... Et il y va pas. Et la fin, elle est plutôt réussie à mon sens. C'est $1 Million Baby de toute façon. Non, justement, ça pourrait être ça, mais ça va un peu qu'on spoil plus loin que ça. Non, mais enfin bref, c'est un peu entre les deux. Moi, je m'attendais à un truc dans le genre, mais je m'attendais pas à ça non plus. Et je me suis retrouvé le cul entre 2 chaises et j'ai pas pu jouer pendant 2 jours. Non, mais c'est vrai. Fragilité. À quel jeu ? Ah non, mais Babtou fragile complètement devant ce jeu. Hein, et l'autre, c'est BioShock Infinite qui
le jeu est super, mais la fin, elle a tellement divisé, tout le monde la déteste, j'ai l'impression. Mais on parle vraiment de la fin, on parle gâcher de l'expérience, quoi. Virgile, on parle Oui, de la je parle de la fin du du deuxième DLC. Non, je parle pas de la fin du DLC, je parle de la fin de Bioshock. Parce que la fin de Bioshock Infinite, on en a rien à foutre, elle est nulle, tout le monde est d'accord, c'est de la merde. Non, Ah, ouais, elle est pas si Damien nulle n'est que ça. pas d'accord. Damien n'est pas Damien. d'accord et c'est super. Et donc Damien va nous expliquer quelle est la fin pour ceux qui n'ont pas une carte Gold qui est bien. Ah, écoute, il y en a plein, mais je te dirais Red Dead Redemption. Ah ouais. Je Ah sais bah pas ouais. en revanche si on peut spoiler à l'heure actuelle. C'est à que toi de les voir. gens- C'est Ça dépend des jeux. c'est ta je pense. signature. En même temps, le 2 va bientôt sortir, Ouais, donc Bientôt. Justement. On Faut y sait pas aller, s'il est faut y bien, aller. donc autant garder le. gardons. Mais en gros, faites Red Dead Redemption parce que ce qui te fait jouer à la fin et ce qui te raconte à la fin sert l'histoire, sert le gameplay, te fait comprendre des choses auxquelles tu joues pendant le jeu avant de découvrir cette fin. Et à mes yeux, c'est renversant, quoi. C'est sans doute une des fins que je préfère. Ouais. D'accord, Red Dead Redemption pour Damien. Je vais rajouter une autre fin. Finalement, j'ai réalisé en vous écoutant qu'il y avait une fin qui était meilleure pour moi que celle d'Ico. J'ai beaucoup aimé la fin de Soldat Inconnu. Soldat Inconnu, moi, m'a pris de court. Parce que, encore une fois, j'en avais dit le plus grand bien quand on parlait des jeux de guerre dans le podcast 11, je crois. La fin de Soldat Inconnu m'a complètement ému aux larmes. Et j'étais surpris parce que c'est quand même un jeu assez simple. Et le jeu et tout le reste m'a vraiment étonné. Alors, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Mais la fin de Soldat Inconnu, je ne spoil pas parce que le jeu est récent, c'était hyper émouvant. Je suis hyper content d'avoir joué à ce jeu. Et ça m'a vraiment... Je le porte encore. Quand j'y repense, je me dis « Ah ouais, c'était bien ». Tout à fait d'accord. Mais Antoine, t'as pas une fin de jeu qui t'a plu? T'as joué à 10 fois J'ai plus de jeux jamais que fini nous. mes jeux, j'en Moi, ai je trois en finis même temps. Je finis pas mes jeux, j'en achète trop. Parle-nous de la fin de No Man's Sky. Alors, parce que là, c'est bien joli, mais on est en train de refaire toute la saison 1 de J'aime jouer le podcast avec tous les jeux qu'on avait évoqués l'année dernière. Mais un jeu qui est pourtant juste évident, quoi, la fin de The Last of Us. Ah, ouais. La fin, elle est Ah super juste, elle est super bien amenée. La scène de fin, elle est. Enfin, moi, je l'ai trouvé juste. C'était parfait, quoi. Et quand ils ont annoncé le 2 et qu'ils reprenaient les mêmes personnages, là, je me suis dit non, quoi. Je dis oui, Antoine, je Bah suis ouais, d'accord avec toi. Je me suis dit non, quoi. Je me suis dit c'était Jamais. tellement bien de finir comme ça. Mais carrément. Enfin, c'était parfait, quoi. Carrément. Pourquoi? Enfin, Carrément. fallait Ouais, reprendre d'autres personnages je pour suis tout faire à fait le 2, quoi. d'accord, ça a totalement rattrapé le jeu, parce que moi je suis pas hyper fan du jeu, je lui trouve beaucoup de défauts, mais je trouve que la fin a totalement rattrapé le jeu. Là je rejoins totalement Antoine. Je suis étonné, Antoine, je pensais que tu parlerais de Silent Hill 2. Mais bon. On verra tout à l'heure. Je me laisse un petit kiff. Oui, de- Damien? Oui, donc là tu viens de dire Silent Hill 2, donc c'est une évidence, j'y pensais même pas avant que tu poses la question, mais oui, ça fait partie des grandes fins. Et pour revenir sur The Last of Us, le sourire du coin de bouche de Ellie, Ellie, la petite, c'est peut-être une des premières fois moi où j'ai vu un jeu d'acteur entre guillemets intimiste qui marche dans le jeu vidéo, et on est vraiment sorti de la marionnette qui bouge dans tous les sens pour faire genre crédible. Genre Shenmue. Genre Shenmue. Ça va être compliqué de critiquer Shenmue ce soir, je pense, mais ok. Virgile? Merci Damien, tu me fais penser jeu d'acteur, émotion. Alors je sais pas qui l'a fait ici, mais Non. The Walking Dead, le jeu de Telltale, Ouais. à la fin du premier, De la première Oui, saison. ouais. Elle est hyper dur. hein. Ouais, C'est- je l'ai fait aussi, ouais. Là C'est- aussi les larmes puissance oignon violent quoi. Salade tomate Puissance oignon. oignon, oui. Romain, tu voulais dire un truc? Non, moi c'était Red Dead aussi, s'il fallait en citer un. Ouais. Par contre, je me rends compte, je suis pas fan des fins au final comme vous. Moi, je fais plutôt partie des gens qui pensent que c'est le voyage qui est intéressant et C'est pas. vrai. Si. Ouais. J'ai Ah non, j'ai envie c'est de vous dire. carrément- sur- Non, tu disais carrément pas ça sur. On reconnaît ta Ouais. profession là tout de Tu suite. disais complètement là. Tu disais, ah non, moi le voyage, rien à Non, branler, non, moi, quand je c'est dis le- voyage, c'est des l'univers. phases. Ouais, voilà, c'est un univers. C'est des phases marquantes. C'est quand dans Uncharted, t'es dans le bâtiment qui se casse la gueule et que t'as un hélicoptère qui va te mitrailler. Je me le rappelais plus de dépaysement. ça que de la fin du jeu au final. Ok, bon, Donc bref, c'est vraiment des phases. tu joues à Street Fighter. quoi. Exactement. C'est le moment où tu prends l'avion pour aller défoncer Blanca. J'ai pleuré putain quoi. Ça c'est le voyage. moment fast, quoi. C'est des Street voyages. Fighter 2 Turbo, tu te souviens, c'était extraordinaire, quoi. Non, mais sur les derniers jeux que vous avez vraiment aimés, je sais pas, sur les 2-3 dernières années, lesquels ont des fins vraiment marquantes? Après, petit aparté, qu'est-ce qu'on appelle la fin? La fin, c'est
la dernière phase de gameplay, c'est la dernière cinématique, c'est les crédits, c'est quoi la fin? Putain, on aurait dû commencer par ça en fait. Alors le parce que- speedrunner dans parce l'âme que- que je suis va te répondre le dernier input, mais là, Ouais. enfin, Bah, des fois c'est ça, des fois ça peut être ça. Et Là, des fois il y a des jeux qui m'ont marqué sur le dernier input, mais il y a Ouais. des jeux qui m'ont marqué aussi par la conclusion scénaristique de ce qu'ils me racontent. Le truc, c'est qu'on est dans un jeu, on n'est pas dans un film, on a un truc. Effectivement, c'est un média hybride, mais se concentrer uniquement sur le scénario, comme a dit Romain, c'est pas pertinent. C'est un des trucs qui nous fait plaisir, je suis d'accord. Mais la fin, c'est quand c'est l'écran game over. Justement, on est éduqué à ça, et c'est la fin, quoi. Oui, Damien, pardon. Tu parles de cinéma, mais en l'occurrence, moi j'estime que même une grande fin au cinéma, si le film est pourri pendant 1h30, c'est pas la peine de faire qu'une fin. Donc c'est cool d'en avoir une bonne, mais généralement, un scénario, c'est pas qu'une fin et t'as intérêt à ce que le reste suive. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait, c'est clair que si tu parles du gameplay par exemple, BioShock le premier, c'est pas le boss de fin qui fait que c'est génial, parce Non, que le boss de fin il est clairement un peu non. ridicule, Ouais, etc. Par carrément. contre, c'est ce qu'on te raconte au niveau de l'histoire qui est génial. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Comme Walking Dead, c'est l'histoire qui est Ah bah, excellente. c'est sûr, c'était pas gameplay. Mais par exemple, pour parler d'un jeu récent sans parler de la fin, C'était Hellblade, gratuit, mais ça fait plaisir. la dernière phase d'Hellblade cette année qui est sortie, elle est excellente pour moi. Je l'ai adorée. D'accord, justement, Virgile, vu que tu prends la parole, je pense que tu vas nous proposer un petit quiz sur les musiques de fin, si je ne m'abuse. On va réviser, est-ce que vous avez fini vos jeux, bande de vilains. Donc j'ai choisi des jeux plus ou moins connus et auxquels je pense qu'à peu près tout le monde a joué. Et on va Est-ce que je peux tester. faire un disclaimer? Oui, bien sûr. Il faut savoir que Virgile, c'est le mec qui joue le plus rapidement de tout le crew J'aime jouer. C'est le mec qui enchaîne les jeux et qui les finit, tu vois. Genre, ouais, t'as commencé ça? Ouais, je viens de commencer. Ouais, moi aussi, j'ai fini le jeu. Et donc, du coup, là, il nous met un peu mal. Genre, hein, je sais que tu as joué. Tu l'as fini J'ai ou pas? pas pris des jeux récents, pas trop récents, mais j'ai pris des jeux que je pense que pour la plupart vous avez fini. Et franchement, ça devrait être facile. Le quiz de Virgile sur les musiques de fin de jeu. Alors, c'est parti. Premier morceau. Bon, c'est un jeu de rapidité, hein. On est d'accord. On enlève la main ou lance dit la son musique. nom, Non, vas-y, balance. On dit on son s'en nom fout. ou... Balance. Hotline Miami. Ouais, je vais le dire. Manu. Ça, c'était trop facile. C'était trop facile. Excellent jeu. Excellent. Excellent B. Excellent B. Laisse-nous écouter davantage la musique. Bah ouais, hein, carrément. Là, tu. Sur le Mais prochain. au milieu, ok. Non, Non, bah, non. sur le prochain. On rattrapera au le prochain, montage. je trouve, il y a une musique de merde, donc. Metal Gear Solid 5. Ah, bravo. Donc reprise de David Bowie, qui donc The Man Who Sold the World, qui prend, donc, par Midge Ure, qui prend tout son sens, qui était dans les trailers de MGS5 d'ailleurs, et qui prend tout son sens extraordinaire quand on finit le jeu. Non, si Tout extraordinaire. ça pour nous remettre une couche sur MGS, quoi. Il y en a pas marre, quoi. Surtout le 5, quoi. En fait, c'est ça. Bon, en tous les cas, c'est du beau et c'est cool. Ouais, enfin c'est Et cette version, elle est très bien. Ouais, elle est vachement bonne. super stylé. On se Ouais, laisse un peu. super, suivante. Ouais, suivant, parce que bon, MGS, ça va, hein. Metal C'est parti Gear, pour l'écouter jusqu'à la fin. Metal Gear Solid 5, donc une reprise de Bowie pour la musique de fin. Écoutez-la au pire si vous voulez pas jouer au jeu. C'est très connu. Robocop sur Amiga. Presque, Terminator. pas loin. This was a triumph. Nier Automata. Il y a du robot. Ah non, Portal. Portal 2. Portal 2. C'est Portal 1. Ah merde. Ah, Anto, 3 sur 3. Laisse, c'est bien. Et donc, ce type de voix et la voix du jeu a été donc plagié pour Pacific Rim. Oui, tout à fait. C'est la voix donc de l'interface qui parle dans les GLaDOS. robots. GLaDOS. Donc, je sais pas comment on prononce. Comment passer d'un super truc à une daube, quoi. GLaDOS. GLaDOS. On aura le débat sur Portal Pacific Rim 1 une et fois. 2. Très très bon jeu à Et, faire. GLaDOS, c'est pas le héros de God of War? Non, c'est Oh, Kratos. c'est Kratos. GLaDOS. Je me gourde OS, pardon. Entre chaud, vous devez vous connaître, vous n'avez pas un site. Non, moi j'ai Attention. pas de maquillage. Attention, là, c'est pour les connoisseurs. C'est. Mais. PIPP. Non. C'est Ça ressemble, hein. Animal Crossing. Ah non, y'a pas de fin. Il y a quelqu'un qui devrait connaître ici. Silent Hill 2, la fin UFO. Bien joué. Anto. UFO ending. Bravo. Alors, c'est la fin du chien. Dog. Oui, mais enfin, tu peux l'appeler Donc, UFO ending aussi. ok. C'est plus ou moins pareil. Donc, a priori, tu trouves une clé qui s'appelle la clé chien qui te permet de rentrer dans une salle où tu te rends compte qu'en fait, c'est un chien qui est aux manettes de tout ce qui se passe dans Silent Hill.
C'est ça? C'est exactement ça. Très bien. Waouh. Et ça se termine sur un générique, sur cette musique avec des petites vignettes de petits toutous mignons partout. C'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. Je savais pas que ça existait. On a tout spoilé. Silent Hill 2 a 5 fins différentes, je crois. Bah, assurément la meilleure. Ah bah clairement. Oui. C'est Dès qu'il y a un beaucoup chien, plus- moi j'achète. vante. Allez. T'es vraiment un artisan, artisan lorrain de père en Ah, fils. c'est fait main, c'est fait main. Artisan filmiste. Ah, alors ça, je sais pas si quelqu'un ici l'a fini, mais je trouve que le truc est sympa. C'est quoi, Space Channel 5? C'est pas un personnage? Non, ça pourrait. Catherine, ouais. There is a zombie on your lawn. Oh là Merci. Non, il y a un zombie sur ta pelouse, effectivement. Non, 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 il a donné le nom du jeu, personne connaît. La majorette, enfin la. non, pas ça. Non, c'est Plante versus zombie. Lollipop Chainsaw. Plante versus zombie. Bravo. Anto encore? Non. Ouais, c'est ça. Non, de quoi? Non, c'est moi. C'est Plante vs Zombie. C'est moi. Bravo, C'est ça, Eddie. bravo. Et moi, je découvre que les jeux auxquels je n'ai pas joué. Il est Il y a une fin à Plante vs Zombie. Il est fort. C'est lequel au fait de Plante vs Zombie? Le premier. Alors attention, ça va être très très furtif, mais c'est un jeu qui est réputé être très dur à finir. Donc essayez de deviner duquel il s'agit. DSK? Catherine. Sonic. Sonic 2? Non, vous l'avez raté, il y a eu une petite virgule sonore. Bon, je vous aide. Ah, c'est. Ça me dit quelque chose, moi. Ce son. Ah, je sais. Megaman. Attends. C'est Teenage Mutant Ninja Turtle sur NES. Ouais. Et donc, il faut savoir qu'à la fin de ce jeu, vous tuez Shredder et, Tortue Ninja hein, pour les noirs. et le rat, comment il s'appelle, Splinter reprend sa forme humaine. Et April O'Neil vous propose une pizza. Voilà. Cool. Seulement une pizza. Le jeu est réputé pour être infinissable. Et il est horrible, il est Il est injouable ce très jeu. dur à jouer. Mais il Ah est oui, c'est finissable. une horreur absolue. hein. Attention, là, ça va être très rapide. Pour les connaisseurs également. Ah, je connais ça. Mario, ça. C'est vraiment typique du jeu. Ah non, non. Putain, Banjo et Kazooie. Ouais, Banjo et Kazooie. Ah. 2 à 3, c'est ça? Ok. Antoine. Game on. Antoine 3. Ah ouais, Adil Et d'ailleurs, 2. cette année, il y a Yooka-Laylee qui est ressorti Je par les pensais- mecs de Rare et Ouais. qui reprend ce même concept de voix un peu bizarre. D'accord. Et de C'est de la Yooka-Laylee. merde ou c'est bien? Tu y as joué toi? C'est pas terrible. Enfin, C'est pas terrible. 6 sur 10, allez. Et Banjo et De Kazooie, Rare, tu mettais combien? 8 sur 10. 8 sur 10, Oui, ok, Mario mais qui sort. c'est peut-être parce qu'il y a d'autres générations entre temps que tu mets 8 et 6 maintenant quoi. Peut-être. Avec le design dégueulasse de. Enfin, vu la musique, moi je mettrais pas grand chose, mais ouais. Ah non, Banjo et Kazooie c'était génial. C'était cool. Kiffé quoi. Moi, c'est un morceau, c'est un jeu que j'ai bien aimé, c'est un morceau que j'ai bien aimé. Horizon. Non, il doit y avoir des femmes à poil vu la musique. Ouais, ouais, Il y en a, ça il y en a. ressemble. C'est pour ça que j'ai dit Plus ou moins Horizon. à poil. Mass Effect? Non. Un petit côté ringard 80. Ouais, c'est un côté. Lassif. New York, c'est quoi New York Police. Non, le truc en cel shading avec les lesbiennes, là, c'était quoi? Fear NYPD? Effect? Alors, vous êtes très loin. Ah bon? Détendez-vous, reposez-vous, un truc un peu plus estival. Miami Vice. Niveau température, on s'en rapproche. Dead or Alive. Non plus. C'est un FPS. Payday. Donc vous l'avez pas fini. putain. Duke Nukem? J'ai pas de fin. C'est une fin à choix multiples. Ah, deux choix. C'est pas. Ouais. C'est un jeu. C'est un jeu Ubisoft. Far Cry Lequel? Ah, le Wildland? 3. 4? 3? Far Cry 3. Putain, mais je l'ai fini. Ah, mais j'ai fini aussi. Je m'en rappelle pas. Mais oui, tout à fait. Très bon jeu, très bon jeu. Très bon jeu, un super multi que Ubisoft Enfin, très bon a J'étais vachement triste enlevé dans des la suivants. mission J'étais 2. vraiment déçu parce qu'on faisait des super parties à 3 sur le multi de Far Cry C'est 3. vrai. Ouais. Et c'est enfin vraiment par rapport au 2, c'était un super jeu. Ah bah, Après, de ils ont toute juste façon, décliné le Far 3. Cry 3 est un super jeu parce que Far Cry 2. Parce que voilà. Il a été mis en valeur par son prédécesseur. D'ailleurs, je crois que le directeur artistique du 3 est parti au 3. Peut-être. D'où les suivants. Alors, C'est quoi les scores là? attention. 1, 2, 3. Ok. Jeu oui, culte, mais pas très bon. Jeu culte, mais pas très. Ça, j'aime ça. Culte pour son époque. D'accord. Kiop. Road Rash. Crazy Taxi. C'est le combat de fin en fait, il me semble bien. C'est le boss final. Brutal Legend. Non.
bien plus tôt que ça, début des années 2000. Ah, mais t'es trop Dreamcast, pour quoi. moi. Époque Dreamcast. C'est pas un jeu Dreamcast? Jet Set Radio? Ça pourrait être un jeu Dreamcast. Non, Jet Set Non, Radio, Qu'est-ce c'est qui irait bien avec ce rythme endiablé, rock'n'roll? Un truc de rollerball ou de hockey ou... Tony Hawk. Un effort, les gars. C'est un personnage qui est capable de se transformer en Super Saiyan. Dragon Ball? Un Dragon Ball? Non. Sonic Adventure 1 sur Dreamcast. Super. Le pire, c'est que je crois qu'on y est. Arrête, coupe-moi cette musique de merde, s'il te plaît. Là, c'est le générique de fin, ça? Mais c'est Oh, une la musique purge. qui colle bien à Sonic, mais Franchement, bah, après c'est les canon. vrais Sonic en fait, tu vois. C'est canon, Genre, ça, les gars, regardez, il y a Sonic, on fait de la merde, wouhou, rigolo. J'aimais bien les sons cristallins de Sonic, là. Bon, j'en ai encore une. Bon, c'est tout ce que j'avais prévu, mais j'en ai encore une toute une liste si vous voulez. Vous voulez continuer? Bah, vas-y, rajoute-en une. Là, Allez. on est- Allez, on une est- petite derrière, allez, Une dernière, ok. Ah, une petite dernière. pour la route. Comme ça, on sera sûr que tu sais utiliser YouTube. Alors là, faut le savoir. Faut ça Ouais, va ça Ça savoir. va savoir. Ouais, jusqu'à présent, c'était facile. Hein. Oh la vache. Wing Commander. Zoé? Parasite Eve. Mass Effect? Non. Non, il y a du suspense. Star Fox? Écoutez. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire. France. Ah oui, comment il s'appelle? Ça putain plane pour moi. Ah oui, c'est cool ça. Putain, ce jeu, merde, quoi. MDK. MDK, Murder Death Kill. MDK. Ah, il était super, un jeu shiny, c'est super bien. Un jeu shiny, mais tous les jeux shiny de cette époque, c'était super. Messia aussi, enfin, Et avec j'adorais un cette ending, période. avec moi un qui lui ai ending donné complètement le what truc. the fuck quoi, avec MDK, Ah, ouais, le Billy the plaisir, Kid, c'est si la vous vous rappelez, première fois que j'ai vu le sniper dans un jeu. Le zoom progressif pour aller tuer des gens, je savais même pas que ça existait, c'était hyper excitant. Et c'est Donc, marrant d'avoir, c'est quoi, c'est Billy the Kid? C'est Billy the Ouais. Kick, qui n'a rien à voir avec le jeu, mais pourtant c'était l'ending du jeu. Carrément, ouais. C'est le ending et la BO en fait. Bah là ça me parle, tu vois, plutôt que ton Sonic de merde avec du faux Jack Black. MDK, raté. ouais, c'était. Moi je m'en souviens aussi. Hein. Un dernier, allez. Un der- Faut départager, dis les. Ah là là, si vous saviez à quel point Virgile mouille Faut actuellement. départager. Ah, on est à 3-3. Ouais. là. Ok, bon. À 3-3, donc déterminant entre Antoine et Adil, qui sera le meilleur? Qu'est-ce que je fous dans ce truc, quoi. Je crois que j'ai répondu qu'il y a des jeux que j'ai pas fini. Attention, ça va être un test de rapidité. Voire pas jouer. Non, c'est un va test être de un test de rapidité, rapidité. mais le temps que Virgile trouve le truc. Non, je Et que ça donne l'autre surtout. vais avancer un petit peu. c'est D'accord, de la vous guerre êtes médiévale. d'accord? Skyrim. Shadow of the Colossus. Oui, c'est ça. Antoine est sacré meilleur finisseur Pourtant, de jeu à l'oreille. Il y a une couleur dans la musique de Shadow of the Colossus. Enfin, si tu reconnais tout de suite, quoi. c'est- Bravo, hein, c'est beau. Ouais, bravo. Who's your daddy? Who's your daddy? Il est fort cet Antoine. Bravo, c'est super, merci, c'était génial. Ce quiz a été réalisé sans trucage. Merci Virgile pour ce quiz et Antoine est sacré meilleure oreille du podcast talonné par Adil. Non, c'est la juste moindre. Damien en Très fait. bien. Bon, suite à ce quiz exceptionnel, je vais vous demander de cesser, d'arrêter de vous battre, de renoncer. Et est-ce que vous pensez que les gamers ont le droit d'arrêter un jeu avant sa fin, de cesser de se battre, de renoncer au challenge, de renoncer à l'histoire? Est-ce qu'on est configuré en tant que joueur, en tant que mec qui peut se challenger et dépasser ses forces, à arrêter? Oui, Virgile? Non. Et pourquoi? Oui, Adil? Non, mais personne n'est jamais sorti d'une salle de cinéma parce que c'était Non. vraiment insoutenable le film. Enfin, Non, vous avez, si, déjà, moi. vous avez déjà vu Pacific Rim au cinéma? Oui, Vous l'avez vu jusqu'au bout? Non, mais c'est pareil, voilà. Il y a un moment, tu vois, il faut savoir arrêter le massacre. J'avoue. Oui, Manu? En fait, ça va avec un tout. C'est-à-dire que je pense que quand tu payes un jeu, notamment on joue plutôt sur console, 70 balles, tu te poses vraiment la question à un moment. T'as payé 70 balles pour un jeu. Est-ce que tu peux renoncer? Est-ce que tu vas aller encore un petit peu plus loin parce que t'as payé cher? Des fois, il y a des jeux, moi je me pose vraiment la question. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Damien? Ouais, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'un jeu qui dure 5 heures, tu vas le refaire 3 fois pour rentabiliser ton achat, quoi. Non, moi ça me dérange pas. Un jeu court, s'il est bien et intense, ça me va. J'en ai rien à foutre d'un Final Fantasy où genre, waouh, j'ai joué 180 heures et c'est génial. J'en ai plus rien à foutre. Bon, d'abord, je suis vieux et j'ai pas le temps. Mais en plus, je trouve que le temps n'est pas forcément le ratio du jeu tel qu'il a coûté. Je That's what pense she qu'il y a des jeux que je me suis forcé à finir et j'ai regretté
mais parce que aussi il coûtait de l'argent. Après, c'est un autre débat. C'est-à-dire que quand tu payes pas tes jeux ou tu joues sur un ordinateur et que t'as pas payé tes jeux, t'abandonnes plus facilement. Je pense que payer un jeu, ça te force à aller un peu plus loin. Mais alors, quand t'as vraiment payé le jeu et qu'en plus il est mauvais, c'est très problématique. Et puis généralement, t'as quand même geeké, t'as regardé plein de trucs pour choisir ce jeu spécifiquement, et normalement, il y a peu de delta d'erreur, quoi, a priori. Romain ? Ouais, je pense que tu prends pas en compte aussi le phénomène d'abondance. C'est-à-dire que des fois, t'as des périodes Tu vas nous fastes parler ou de creux. filles encore. Non, mais par exemple, en ce moment, j'ai plusieurs jeux sur le feu, voilà, sur le grill. Remplacer le jeu par fille. Ta remarque sur les filles, ça m'a déconcentré. Non, mais tu fais une sélection un peu naturelle, j'ai envie de te dire. T'as un jeu, voilà, tu l'as acheté, t'en fais 5 heures, tu te rends compte que c'est pas spécialement le jeu de l'année. Derrière, t'as un nouveau jeu qui est sorti qui te fait plus envie, tu vas l'abandonner et commencer l'autre, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, en ce moment, je pense qu'on est tous, enfin la plupart, dans une période d'abondance, comme tu dis, de crue. Laurent ? Moi j'avais un jeu il y a longtemps sur Nintendo 64. J'ai toujours pas fini. Non, je l'ai pas fini, mais je l'avais acheté parce que en fait avec la copine avec qui j'étais à l'époque, je lui avais parlé de ce jeu qui était un polar et tout, que ça avait l'air super bien et tout. Et je m'étais convaincu de l'acheter et je l'avais convaincu que le jeu était bien. Et c'était Hybrid Heaven. Un polar, d'accord. Et en fait pas du tout. Ah non. Et j'ai pleuré mes 70 € de l'époque parce que le jeu était naze, mais j'arrivais pas à lui trouver j'essayais forcément de lui trouver des circonstances atténuantes chaque fois que j'y jouais. Je me disais, mais non, mais c'est bon, ça va se déclencher après, ça va être bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, c'était un enchevêtrement de salles où il y a des combats de catch, et puis après, 5 minutes de tir au pigeon, et puis terminé, quoi. Oui, Antoine ? Dès que tu parles, ça part en vrille. Moi, je vais revenir sur ce que disait Romain. Je suis totalement d'accord avec lui. Si tu trouves qu'un jeu est mauvais, il y a une question de contexte aussi, parce que tu apprécies plus ou moins un jeu en fonction du moment et du planning de jeu et de tes occupations personnelles que tu... Tu peux t'en rappeler un, Antoine? Duke Nukem, c'est Forever le dernier, je crois. Oui. Je crois que t'as fait 1 heure, non? Oui, je t'ai vu un jour avec et le lendemain tu l'as ça m'a suffi, enfin, j'ai vu ce qu'il y avait à voir en fait. Donc, là, tout récemment, la semaine dernière, j'ai acheté Shadow of War. Mordor. Mordor 2. Non, Shadow of Mordor c'était le premier. Shadow of War, l'ombre de la guerre, la terre du milieu, le nom à rallonge. Et le jeu a l'air sympathique, hein. J'ai rien contre lui, mais je l'ai revendu au bout de 3 jours parce que j'ai pas envie de mettre 40 heures dans un jeu auquel j'ai déjà joué 15 fois. Donc, moi, je préfère mettre le haut là tout de suite si le jeu m'intéresse pas plus que ça. Je me dis, bon, bah voilà, j'ai pas le temps de niaiser, il faut que j'aille voir ailleurs. Il y a des choses qui ont l'air beaucoup plus intéressantes à côté, quoi. Il y a à la fois l'investissement en argent, comme tu disais, Manu, et puis l'investissement en temps qui est peut-être de plus en plus important au fur et à mesure qu'on vieillit. Ok, Damien ? Bon, moi j'ai un regard un petit peu différent, j'ai été payé pour jouer, et donc... Vendu! Non, pas en tant que vendu. Je fais du coup une aparté. Damien, tu peux te représenter parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Oui, moi, comme je te disais, aujourd'hui je suis dans la communication avec pas mal de clients jeux vidéo, mais j'ai surtout été pendant 16 ans journaliste jeux vidéo, chef de rubrique test chez Console Plus, le magazine. J'ai écrit aussi pour quelques sites internet comme jeuxvideo.com ou Gamecult, et j'ai créé le portail du jeu vidéo pendant 3 ans. Donc toute cette période-là, j'étais donc un salarié, un journaliste pour parler de jeux vidéo, faire des critiques de jeux vidéo. Et moi, c'est un peu paradoxal, mais c'est quand, en gros, j'étais payé pour jouer à des jeux que je n'achetais pas, que je les finissais en fait. Et aujourd'hui, maintenant, j'en ai vu beaucoup passer, peut-être une trentaine tous les mois pendant 6 ans. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, j'achète mes jeux parce que je veux soutenir l'industrie, en quelque sorte. Mais par contre, si tu veux, pour moi, un jeu doit me proposer une expérience, un gameplay, un scénario, tout dépend du jeu. Si arrivé un moment, je commence à avoir fait le tour du jeu, je cherche pas à savoir si je dois aller le finir ou pas, en fait. En gros, si j'estime qu'il a plus rien à m'apporter, j'arrête. Ça peut être au bout d'1 heure sur un jeu un peu mauvais, un peu creux. Ça peut être au bout de 200 heures sur un jeu avec un énorme contenu. Ça dépend vraiment, quoi. D'accord, Manu ? Engendre-t-on une culpabilité quand on finit pas un jeu ? Attends, tu veux dire autre chose aussi ? Non, je voulais poser la question à Damien. Justement, ça biaise pas un peu ton appréciation du jeu, le fait de te dire, de quoi qu'il arrive, il faut que j'aille au bout de celui-ci, tel jour à telle heure,
Ça pourrait justifier un podcast à part entier si tu veux. Oui, c'est un vaste sujet. Mais le truc, c'est que ce qui peut biaiser ton avis, en fait, c'est que il y a un rythme de travail qui est dense. Et un Batman Arkham City, c'est des jeux très compliqués à avoir, avec des versions très compliquées. La version était à mon nom, par exemple, tellement c'est protégé. Ouais. T'as ton nom en haut à droite de l'écran quand tu joues, c'est un peu spécial. Ça peut déjà un peu biaiser ton avis. Ça mais casse le 4e mur, ça. C'est un peu Kojima. Mais dans l'idée, si tu veux, Batman Arkham City, tu le reçois un lundi. Il faut que le jeu, tu le renvoies le mercredi matin. Il faut que tu le renvoies. Donc en gros, tu dors pas jusqu'à le finir. Donc forcément, ça biaise un peu ton avis. Après, je suis forcé à le finir celui-ci. Où est le plaisir, quoi. C'est le côté professionnel du truc, c'est que ça fait des années que tu fais ça, t'essayes de faire la part des choses. Dans l'idée, c'est ça. Virginie, tu veux dire quelque chose ? Oui, en fait, je reviens sur ce que disait Manu, la culpabilité de pas finir ses jeux. Moi, ça me crée une vraie angoisse. C'est-à-dire que, alors 2 exemples. C'est comme les pays, en fait. 2 exemples. Premier exemple, là récemment, il y a eu Infamous 2 sur PSN Plus gratuit. Je télécharge, je finis, bien entendu. Sauf que il y a des succès à la con à débloquer. Je commençais à me lancer dans les succès pour le platiner. Je me suis dit, mais arrête tes conneries, c'est Infamous 2, c'est un jeu mineur, quoi. T'as 1000 autres trucs à faire que jouer à ça, quoi. J'ai dû le désinstaller. Tous les éléments possibles du jeu. Débloquer tous les trophées, donc toutes les quêtes annexes, toutes les choses annexes, genre taguer tous les murs, des trucs vraiment débiles, quoi. Je me suis dit, là, j'ai fait pause. Non, mais je me suis dit, j'ai mis pause, j'ai fait supprime le jeu parce que sinon tu vas perdre du temps. L'autre jeu, c'est Skyrim, qui générait des quêtes aléatoires. C'est-à-dire que une vraie angoisse. Plus tu parles à des gens, plus ça te génère des quêtes annexes. C'est-à-dire que ton tableau de complétion ne se finit jamais. Est-ce que tu as joué à Fallout 4, Virgile ? J'ai pareil, j'ai désinstallé parce que j'étais en angoisse totale. C'est J'étais en l'enfer PLS absolu pour toi, devant mon c'est écran. ton Némésis, alors. Ah bah non, c'est-à-dire que tu peux rester ad vitam aeternam dans un univers vidéoludique. Damien, tu voulais rajouter un truc ? Oui, les quêtes aléatoires dans Skyrim, c'est drôle. Non, mais par exemple, Xenoblade Chronicle, je l'avais raté sur Wii. Le tout premier Xenoblade Chronicle. C'est un RPG, ça ? Oui. Non, sur Wii. Le premier sur Wii, ouais. Je l'ai refait sur son remake 3DS. Au bout de 40 heures de jeu, à peu près à, on va dire, 2/3 du jeu, peut-être même un peu plus de la moitié en tout cas. C'est énorme déjà d'avoir investi 40 heures. Oui, le jeu est très long. Hein. Mais l'idée, c'est que je me suis rendu compte que j'avais à peu près fait le tour du système de jeu. J'avais compris ce qu'il avait à m'apporter. Ça m'intéressait pas forcément d'en découvrir plus sur le système de jeu, et ce qui m'intéressait, c'est l'histoire. Au final, j'ai pratiquement plus intérêt à la regarder sur YouTube, cette histoire, que de jouer au jeu et à me taper des phases qui vont rien m'apporter. Parce que j'ai compris la manière de réfléchir dessus, parce que... Le récit passif était plus intéressant que les cinématiques. Les cinématiques. En gros, c'est la seule chose qui me portait à continuer, c'était de découvrir l'histoire. Et au final, toutes les phases de jeu finissaient par m'ennuyer. Bon, là, moi, j'arrête, par exemple. Alors, moi, j'ai un autre truc qui va avec... qui va pas avec le truc de Manu, mais un peu. Tu peux te sentir coupable de pas finir un jeu parce que tu l'as acheté ou tu as engagé du temps. Mais moi, par exemple, si j'ai passé 40 heures de jeu, je les ai pas passées pour rien. C'est rare que je passe 40 heures de jeu si le jeu, à la base, me plaît pas. Et je sais pas, tu as un môme, tu as créé une chose vivante et tu commences à l'éduquer pendant 2-3 ans. Pendant 40 heures, j'ai peur. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que il a un réel tempérament qui t'échappe et qui ne te plaît vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais ? Fais un gosse déjà, on verra quoi. Lydia, si tu nous écoutes, c'est le moment. D'accord, ouais. Yacine fait un gosse et tu pourras parler de ce genre de sujet. Non, mais justement, je m'engage pas dans certains périples sans être sûr de m'y engager, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. C'est comme quand t'achètes un jeu, c'est un risque. Non, mais je sais bien, mais moi, peut-être que moi, par rapport à certains d'entre vous, je suis peut-être moins... je tente peut-être moins de choses dans les jeux que j'achète, en sachant que je vais aller jusqu'au bout. La seule fois où réellement j'ai l'impression d'avoir tenté quelque chose, c'est quand Antoine a acheté Dark Souls, le 2. Dark Souls 2, il me semble. Non, Bloodborne. C'est Bloodborne qui t'a Bloodborne, converti, ouais. Et tu m'as raconté des trucs, et je sais pas ce que tu m'as dit, mais en tous les cas, ça m'a convaincu, et je me suis dit, ça va être trop dur pour moi, c'est pas mon type de jeu, parce que ces jeux sont réputés punitifs, et au final, je me suis même battu pendant le jeu, et à un moment donné, j'ai cliqué. C'est-à-dire, après, je sais pas combien d'heures d'échecs, 16 heures, j'imagine, un truc comme ça, un truc délirant pour moi, j'ai cliqué, j'ai compris. Et après ce moment-là, ma petite tête de gamer s'est dit
ce jeu va être super. Et mon état d'esprit a changé, et le jeu, du coup, a changé. Alors qu'avant, c'était juste, pour moi, quelque chose de débile, obscur et opaque. Donc il y a peut-être un moment où tu as dépassé l'enjeu, où tu as dépassé certains jeux. Damien, tu parlais de jeux que tu avais explorés et drainés sur le système et le gameplay. Après, il n'y avait plus de richesse affichée et affichable. Là, je ne comprenais pas, c'était opaque et difficile et punitif. Mais moi, j'ai évolué vers le jeu et d'un coup, paf, comme quand tu écoutes certains types de musique que tu n'aimes pas forcément, et d'un coup tu comprends la mélodie ou l'intérêt, paf, tu deviens un hyper fan et tu te fais tous les groupes et ainsi de suite dans le même registre parce que c'est ultra kiffant. Et généralement, quand t'es un novice dans le jeu vidéo, tu découvres certains jeux, ouais peut-être, mais après tu grindes, enfin tu montes de plus en plus dans les niveaux et tu kiffes quoi. Oui Damien ? Là je vais te dire un truc, faut pas le prendre pour argent comptant, c'est pas vrai pour tous les jeux, mais t'es en train de donner la vision japonaise du jeu vidéo. C'est que, en gros l'idée c'est que le gameplay n'est pas forcément accessible, il est pas forcément naturel, le but c'est pas de faire une simulation. Par contre, dès que tu comprends quelles sont les règles du jeu, même si elles n'étaient pas compréhensibles parce qu'elles sont pas forcément logiques, tu comprends les règles du jeu, tu t'y adaptes, tu te dis ok, j'ai compris comment il voulait que je joue, le développeur, tu joues comme on te force à jouer, et là tu comprends toute la richesse. Dark Souls, c'est un curseur de difficulté qui fait que on retient une image différente de Dark Souls, mais c'est la même logique en fait. Un Skyrim par exemple qui est américain va te dire fais ce que tu veux, tu progresseras dans quoi que tu fasses. Un Dark Souls va te dire tu vas jouer comme ça. Un Bloodborne va te dire tu vas jouer comme ça. Et tant que tu n'as pas compris et que tu te dis mais attends, moi j'ai envie d'aller à gauche pour éviter, j'ai envie de reculer et tout, en fait ça va dépendre de l'ennemi, ça va dépendre de ton équipement, ça va dépendre de là où t'es dans la zone, et tout ça il va falloir le prendre en compte. C'est ce qui fait la force du jeu japonais en soi. Moi j'irai plus loin, moi en tant qu'individu, j'imagine pas que c'est la meilleure chose à faire. Je trouve que les jeux sous prétexte de ne pas être dirigiste, sous prétexte de t'offrir beaucoup de choses, ce qu'on a vu dans les jeux à monde ouvert et ainsi de suite, et t'offrir toute la liberté de faire ce que tu veux, en fait, c'est des jeux certainement la plupart du temps vides, creux, qui t'offrent aucun ni challenge, ni rêverie, ni quoi que ce soit qui puisse réellement t'accrocher. On enlève Red Dead Redemption et Zelda de ce pack, mais la majorité de ces jeux-là, pour moi, sont une grande vacuité et n'ont pas grand intérêt. Et je me rappelle d'un truc sur le créateur de XCOM, je fais juste une aparté, sur ce que tu viens de dire, la difficulté et se faire au jeu. Le premier XCOM est sorti, c'était un jeu au tour par tour, avec des cases, et tu progresses, tu trouves la meilleure stratégie pour battre tes ennemis, avec un nombre de jeux, de tours illimité. Mais à un moment donné, le créateur du jeu lui dit « J'aime pas ça parce que les joueurs, je les ai vus, j'ai vu les statistiques. En fait, une fois que le gamer a trouvé des paramètres pour défoncer le jeu, il va toujours être sécure, il va toujours faire attention et toujours jouer la sécurité. Il va reproduire des schémas productifs pour réussir le jeu et pas des schémas palpitants ou risqués. Du coup, dans XCOM 2, il a décidé de rajouter un nombre de tours de jeu limité, ce qui a rendu les gens complètement cinglés. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir jouer à répétition jusqu'à ce que l'ennemi s'épuise et ainsi de suite, il a limité le nombre de jeux possibles. Si tu dépasses ce nombre de tours, tu as perdu. Et aussi rajouter des événements aléatoires pour créer des stratégies différenciées, contrairement aux échecs ou ainsi de suite. Et du coup, ça a forcé le joueur à jouer avec vachement plus d'éclat. On retrouve aussi ce type de réflexion, et là je te rejoins sur les jeux japonais. Quand tu regardes Bayonetta, le jeu Bayonetta, tu peux jouer en fracassant, en tapant sur les touches comme un crétin, comme dans les Batman et tous ces trucs-là. Ça n'a pas grand intérêt. Mais Bayonetta a été conçu non pas pour ça, mais pour faire et du scoring et gagner avec panache, brio, excitation, joie, plaisir. Et là, le plaisir est décuplé parce que tu es amené dans un style de jeu que tu n'aurais pas abordé naturellement, qui est un jeu qui te demande d'être surpuissant, beaucoup plus fort, et de t'éclater à prendre des risques insensés. On voit ça dans Vanquish, Bayonetta, les XCOM qui ont évolué, et maintenant dans Rayman et Lapin Crétin, qui est une copie des XCOM 2. C'est super intéressant, ce côté-là. Et du coup, moi, quand je choisis mes jeux, je m'oriente plus dans des jeux de cette nature qui vont un peu me brutaliser au début, mais que je vais finir, parce que putain, le panache, j'ai fini ça, mais je suis un ouf. Alors qu'en fait, j'ai juste appris progressivement et je me suis adapté. Mais à chaque fois que je gagne, j'ai une extase folle, effectivement, comme les Dark Souls et tout ça. Mais j'ai une extase nouvelle parce que j'ai été porté par un développeur intelligent vers quelque chose de chouette. Et ces fins-là sont des fins, mais c'est des orgasmes, quoi. Bon, après, moi, je suis d'accord avec ça, mais Skyrim, j'adore aussi. Hein. C'est pas le même plaisir, mais je vous le dis tout de suite.
Je suis un défenseur de Skyrim, par exemple. Non, mais moi j'aime bien Fallout aussi, c'est ce genre de jeu. Mais c'est bien de pouvoir panacher. Et Antoine, qui est le plus grand panacheur de jeux, tu peux choisir d'avoir des jeux difficiles, des jeux plus calmes, et ainsi de suite. J'ai acheté récemment une Switch pour jouer avec ma copine, mais aussi pour me faire plaisir. C'est bien, je me punis pas, je joue à Persona. Tu vois, on peut pas te dire qu'il te force à jouer de plus en plus difficile. C'est pas vraiment le cas. Bon, on a fait un peu le tour des jeux qu'il faut finir ou pas finir, mais justement, Adil n'a pas fini Cuphead, un jeu qui vient de sortir, et il va nous expliquer un petit peu son expérience de jeu. Et oui, je n'ai pas fini Cuphead, et je vais vous expliquer ce que c'est que Cuphead. Alors Cuphead, c'est un joli petit jeu indé poussé par Microsoft et sorti sur PC, Xbox One fin septembre, bref. Donc on y incarne Cuphead, donc littéralement tête de tasse, qui après un passage un peu trop confiant avec son frère Mugman, au casino du diable lui-même, donc le casino qui appartient au diable, doit rembourser les dettes contractées au sein de ce même casino. Donc comment faire ? Eh bien en récupérant les âmes d'autres débiteurs du diable qui sont aussi passés par le casino, sous peine de perdre sa propre âme. Donc tout de suite je me dis merde, attends, le diable nous emmerde parce qu'on a des dettes, et pour se sortir de ces situations peu confortables, il faut aller récupérer les dettes auprès d'autres perdants du casino. Et pourquoi le diable il s'emmerde pas, il désemmerde pas cela, il faut quoi depuis 30 ans attendre qu'on lui rembourse la thune à ce con, il a fallu que ça tombe sur nous pour aller chercher les dettes des mecs qui sont là depuis 30 ans à avoir... Enfin bref, je passe sur ce scénario un peu débile pour parler du jeu en lui-même. Donc pensez à l'origine comme un jeu où l'on enchaîne les boss, un boss rush, comme Fury, Titan Souls, Shadow of the Colossus, bref comme plein de jeux vachement bien, et pas facile pour autant, les développeurs ont ajouté, afin d'élargir le public et sous la pression amicale de Microsoft, des niveaux de run and gun globalement de la plateforme avec des tirs quoi. Donc voilà pour le pitch, je vous en rajoute pas plus. Ce que l'on retient de ce jeu, c'est une direction artistique magnifiquement maîtrisée, reprenant la patte et les traits des dessins animés des années 30, et mixée à quelques autres influences qu'on vous laisse découvrir. Très sincèrement, j'ai toujours trouvé ces dessins animés dégueulasses. J'ai toujours trouvé ça, franchement, comme disent les jeunes, malaisant. Et vraiment, bref. Et pourtant, ça permet de changer de l'éternel jeu indé pixelisé, pour le coup que j'adore habituellement. Et finalement, ça m'a assez plu, ce côté un peu disruptif dans la direction artistique des jeux vidéo d'aujourd'hui. Oui, je suis en marche. Donc tout dans cette DA est réussi, presque tout. Les couleurs, le design des personnages et le malaise qu'ils génèrent, ces personnages, bref, c'est très beau, c'est très cohérent, et c'est d'ailleurs ce qui a créé une grande partie de l'attente autour du jeu. La musique colle parfaitement à cette ambiance des années 30 d'ailleurs, en étant principalement jazzy, un petit peu ragtime, et se permettant même un petit peu de samba. Par contre, elle colle à l'ALDA, mais pas du tout à mes oreilles. Après avoir affronté 50 fois le même boss, le manque de nuances entre les différents thèmes musicaux a fini de me violer mes pauvres petits tympans que j'ai retrouvés tremblants et sous le choc au fond de la ruelle de mes sens. L'autre aspect du jeu qui a généré de l'intérêt et de l'attention, c'est sa difficulté. À l'époque, c'était la durée du jeu qui créait cette attente, ensuite ça a été la taille de la map, maintenant, la hype totale, c'est parler de la difficulté d'un jeu. Vivement qu'on ait un jeu long, avec de grands décors, et qui soit dur en même temps. Wink wink. Alors Cuphead est difficile, mais pas forcément pour les bonnes raisons. L'ADA rend souvent le jeu méga bordélique. Il y en a de partout, et les différents types de tirs et d'aptitudes que l'on achète au fur et à mesure n'arrangent rien. C'est gênant pour les combats de boss, mais c'est franchement énervant pour les niveaux de run and gun. Le jeu est pas toujours très lisible et c'est un peu con quand c'est un boss rush. Il faut apprendre les niveaux par cœur, et les quelques variations aléatoires dans les patterns suivis par les boss n'y changent rien. Recommencer est nécessaire, ok ? Comprendre ? Bah pas vraiment en fait. Donc du coup la difficulté est un peu artificielle. C'est tout ce qu'il y a de plus simple comme jeu, pas de subtilité, on reste pour la beauté des décors, mais c'est tout. Et c'est là que je souhaiterais gentiment m'extraire du débat sur un bon jeu accessible universel versus un mauvais jeu difficile. Globalement, moi les jeux difficiles qui me plaisent, c'est les jeux qui sont gratifiants quand d'une part ils vous permettent de vous surpasser et d'autre part quand votre victoire a fait appel à votre soit compréhension du jeu, soit à votre skill, voire mieux aux deux. Or, dans Cuphead, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas, en tout cas pour moi ça n'a pas marché.
Apprendre par cœur et tenter de se dépêtrer du bordel visuel que l'écran affiche sont les clés du succès. Il n'y a rien à comprendre qui va au-delà d'un combat de boss d'un jeu Super Nintendo, et on se fait pourrir par des problèmes de lisibilité dignes des premiers jeux 3D sur la Saturn. Le résultat, un manque de fun assez notoire en dépit d'une DA franchement géniale, et c'est franchement dommage. Merci Adil pour ce retour sur Cuphead. Laurent a aussi Cuphead. Non, Manu a aussi Cuphead et il va en parler. Oui, alors je rejoins Adil sur pas mal de points. Le manque de lisibilité du jeu, c'est clair. Il y a des moments, je suis mort et j'ai vraiment pas compris pourquoi. C'est hyper répétitif. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que le jeu est très difficile tout de suite. Voilà. Tu commences et direct, tu sens que tu vas falloir faire du... Il n'y a pas de courbe de progression, c'est ça ? Il y a quand même une courbe de progression, mais elle commence tellement haut. Moi, je m'attendais vraiment à un Metal Slug. Je veux dire, podcast de l'année dernière, c'était mon jeu que j'attendais cette année, c'était Cuphead. Ça fait 2 ans que je l'attends, que je vois des vidéos. Je me dis putain, j'adore le mélange d'univers Metal Slug et Disney, un cartoon des années 30. Je me dis ça peut donner vraiment quelque chose de bon. Tout ce que j'avais eu était bon, la musique, les graphismes, l'animation, tout le rendu. Mais c'est vrai que le jeu a, pour moi, un vrai problème de manualité et de difficulté. Et tout à l'heure, on en parlait avec Adil. C'est vrai qu'il y a même des moments dans les passages run and gun où tu montes des plateformes et si tu tombes, tu meurs. Comme un vieux Micro Machine tout pourri sur PlayStation ou un Rayman, on en a parlé une fois dans un des anciens podcasts. Moi, ça me paraît complètement incompréhensible sur ce genre de jeu. Il est exigeant d'un autre côté, vis-à-vis de toi, mais d'un autre côté... En retour, il n'a pas la même exigence de lui-même dans ce qui te renvoie des projectiles, de tout ça. Enfin, moi, j'étais un peu perdu et je me suis un peu acharné sur le jeu. Je ne l'ai pas terminé pour le moment. Je ne l'ai pas totalement abandonné. Mais il y a vraiment des moments où je me suis dit, oulala, là, ça commence à plus être pour moi. Et vraiment, pour moi, pour un problème de gameplay. Après, l'univers, tout ça, ça chacun d'y trouver son compte. Est-ce que le gameplay est incohérent ? Virgile, t'as pas l'air d'être d'accord, quoi. Et oui, je suis pas d'accord avec mes 2 collègues, effectivement. Alors moi, Cuphead, 1, je l'attendais pas. 2, la DA, elle est jolie, mais je m'en fous. D'ailleurs, ça doit être de famille, puisque ma femme m'a dit, c'est moche ton truc. Mais ensuite, je suis pas du tout d'accord avec 2 choses qui ont été dites, c'est-à-dire que c'était pas lisible et que c'était pas maniable. Pour moi, c'est hyper lisible, et d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul. Je suis mort environ 20 fois par niveau, en gros. Mais t'arrives à faire un combat qui dure 2 minutes maximum, en plus, c'est pas très long. Et tu ressors, t'as fait un petit accomplissement et t'es quand même très content. Alors moi, je vais vous arrêter sur votre jeu qui m'intéresse pas personnellement. J'ai 2 questions. Je comprends l'histoire de la DA, quoique moi j'ai vu il y a 4 types de sprites pour montrer Cuphead, et dans l'un d'eux, celui quand tu le vois de top pour regarder sa map, ses chaussures ne sont plus marron pour une autre question occulte et elles sont jaunes. Donc la DA, pour moi, dans mon métier, il serait viré le gars. Le celluloïde. Non mais si moi je faisais ça, je me ferais virer. Voilà. Mais je veux juste savoir, quelqu'un qui ne connaît pas tout l'historique des run and gun, des Metal Slug notamment, enfin les bons jeux, et est-ce que ça permettrait, par exemple, quelqu'un qui connaît aucun jeu comme ça, de se dire oh tiens chouette, c'est un jeu qui est très joli, c'est un joli petit dessin animé, est-ce que je peux y jouer? En aucun cas. Jamais. En aucun cas. Le mec ne s'amuse pas direct. Tu ne peux pas t'amuser direct si tu ne connais pas le truc. Commence par Metal Slug, tu pourras commencer à te marrer. Non. Mais Cuphead, c'est pas possible. Déjà, même quand... Rayman, Metal Slug, c'est ancien. Bah non, mais c'est pas le même type de jeu. C'est plus proche de Metal Slug que de Rayman. Ouais. D'accord, à cause du run and gun, du jeu court et tire. Mais même le combat de boss, il est plus proche de Metal Slug. Rayman, c'est plus proche de Super Mario que Cuphead, quoi. D'accord, alors mon autre question pour vous 3. Vous n'avez pas fini le jeu, est-ce que vous allez finir cette purge? Non. J'ai pas que ça à foutre dans ma vie. Oui. Manu, oui, pourquoi tu vas finir? Vu que t'as pas l'air convaincu. Parce que je l'ai acheté. C'est vrai? Bah oui, je l'ai acheté. Il est en dématérialisé, je l'ai acheté. Ce serait une réponse de Virgile, ça m'étonnerait pas. Et Virgile, vas-tu le finir? Oui, je vais le finir parce que je l'aime bien et que je trouve ça cool et que, en plus, j'aurai une satisfaction d'arriver à la fin et après tu débloques un mode expert et là je me ferai un plaisir de me friter avec les boss en mode expert. Tu y rejoueras donc? Je sais pas, enfin je dis ça mais j'en sais rien. Déjà de le finir une fois, ce sera bien. Ok, Damien? Bon, je l'ai pas fait Cuphead, mais en l'occurrence, pour moi, le jeu est tellement vendu pour sa difficulté, en tout cas réputé pour sa difficulté, que là, pour le coup, le finir a un sens, j'estime. C'est que l'idée, c'est que tu dis, j'ai fini Cuphead. C'est, entre guillemets, c'est ton succès.
Est-ce que t'es bon ou pas aux jeux vidéo? Moi, j'ai fini Cuphead. Si tu dis à la personne, je suis allé à l'avant-dernier niveau, ça veut rien dire, ça parle à personne. Dire j'ai fini ce jeu dans ce contexte-là, c'est intéressant, quoi. Moi, j'ai fini Dark Souls 3, j'ai fini Bloodborne, je finirai pas Cuphead et j'en ai rien à battre. Parce que je me suis amusé dans les 2 premiers et là, je me fais chier, mais alors, grandiose. C'est une drôle d'excuse pour justifier qu'on est mauvais. Ah, merci. Merci, dame. High five. Bienvenue si vous arrivez sur le podcast J'aime jouer. Vous êtes actuellement dans une conversation purement gamer où chacun mesure ses capacités à aller au bout de ses engagements. Et, Non, c'est un concours de bits. Alors, ok, on va changer de sujet, on va continuer notre sujet. Arrivé à son terme, parfois les jeux finissent avant vous. C'est-à-dire que les jeux s'arrêtent alors que vous vouliez encore y jouer. Les jeux de David Cage, qui contrairement à Nicolas, lui a renoncé à ses cheveux et crée des jeux qui sont censés nous provoquer des émotions, sont des jeux qui récemment sont basés sur des QCM, et même si vous ne répondez pas, le QCM est enclenché et vous passez à l'étape suivante. Donc c'est des jeux qui peuvent se finir en laissant l'écran allumé et en temps en temps bougeant la manette. Est-ce que des jeux comme ça vous intéressent? J'ai beaucoup aimé Heavy Rain. Dans le milieu du jeu vidéo, c'est pas forcément l'avis le plus répandu. C'est pour ça que t'as changé de milieu, c'est ça? J'ai dû partir. On m'a dit sors. Et non, j'ai adoré Heavy Rain. Je pense que j'ai adoré Heavy Rain dans la première partie. Je pense que tu démystifies tout dès que tu rejoues une seconde fois. Tant que t'es dans l'ignorance de savoir si ça a eu une influence ou pas, t'y crois, forcément, puisque tu n'as pas de contre-exemple, et du coup, t'avances, t'y crois, et j'ai adoré l'histoire, les situations, la tension, l'ambiance et tout. Cage, il a une philosophie très spéciale du jeu vidéo, elle est intéressante, il estime que c'est un peu dommage de limiter un personnage, genre appuie sur A, il va donner un coup d'épée, et 200 heures après, t'appuies sur A, il va te donner un coup d'épée. Lui, il veut qu'un personnage fasse des choses différentes à chaque fois, donc il fait une histoire où au final, tu vas appuyer sur les mêmes touches à chaque fois, mais tu vas avoir des situations différentes dans le jeu d'acteur. Bon, au final, ça devient un film. Pour le dire très vite, ça devient un peu un film. C'est un peu le problème. Et je pense que dès que tu comprends que les choix n'ont pas tant d'importance que ça démystifie le concept. Mais en l'occurrence, sur le premier run, j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé Heavy Rain, j'ai joué à 4 mains et justement le côté spectacle était très intéressant parce que quand j'avais pas la manette et que ma copine faisait des choix que je n'aurais pas fait, j'étais là, mais pourquoi t'as abattu ce type? J'étais vraiment contrarié parce que je me suis dit mince, l'histoire va prendre un tournant que j'aurais pas apprécié. Effectivement, la mystique que crée David Cage sur la potentialité de ces jeux, la potentialité quasi magique, que tu réellement t'influes sur les images de synthèse pour que ça devienne quelque chose, c'est une belle réussite. Maintenant, les jeux pas forcément, mais au moins David Cage effectivement a l'énorme mérite d'avoir généré les Telltale. Franchement, sans David Cage, il y aurait de mon point de vue pas les Telltale, et dans les Telltale, il y a des récits qui, pour moi, étaient plus intéressants. Tous ceux qui disent que le concept d'Heavy Rain n'est pas du jeu vidéo et qui encensent un Telltale derrière, c'est complètement ridicule. C'est exactement la même chose. Manu, tu voulais dire un truc? Je t'ai offusqué. Non, enfin... Je comprends, franchement, je suis d'accord avec toi. Non, mais... c'est pas des jeux, quoi. Franchement, pour moi, c'est pas des jeux, quoi. Manu, tu peux pas dire ça. Pour moi, c'est l'ancêtre des Walking Simulator, et alors, je trouve que Manu, les autres sont mieux. Everybody's Gone to the Rapture, c'était pas bien? Si. C'est un jeu vidéo? Oh. Non. Et alors, c'est un problème, ça? Non. Eh ben... Je me fais engueuler. Est-ce que c'est un problème d'être un homme ou une femme et de pas être entre les deux? Sauf que Heavy Rain n'était pas vendu comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui marche dans Everybody's Gone to the Rapture, qui est juste marcher, ouvrir des portes, découvrir des trucs, c'est pas le cas d'Heavy Rain. Heavy Rain, on te fait croire que t'as une action sur quelque chose. Alors, effectivement, il y a des ramifications sur le scénario et tu vas nuancer un petit peu ce qui se passe. Tu peux perdre des personnages quand même. Tu peux en avoir qui meurent quand même. La finalité, on s'en branle, quoi. Mais non, on s'en fout, quoi. Et Heavy Rain, moi j'en ai ras-le-bol de tourner un stick pour pousser une balançoire ou de me brosser les dents comme tu dis. Tout ça c'est de la perte de temps pour aller à un point A, quoi. Et c'est ce que Telltale a fait, c'est de je suis tout à fait d'accord. Attends, excuse-moi. Les Telltale, j'ai pas assez joué donc je vais pas me prononcer. Mais je suis plus fan des jeux de David Cage avant Heavy Rain. Mais pour moi, après, il s'est pris les pieds dans le tapis.
il est hybride, il est un peu comme Kojima, et à un moment il sait pas s'il fait du cinéma ou un jeu ou un machin. Ouais, ok, je fais un gros bourrin. c'est un peu Mais moi c'est extrême ça comme quoi. comparaison. C'est-à-dire, il y a un moment, si t'adhères pas au parti dès le début, c'est mort. Désolé, mais Heavy Rain, en l'occurrence, si tu l'allumes, c'est pour le finir. C'est pas pour faire le premier niveau Alors là, ou par la contre, première. je suis totalement d'accord avec toi, Damien. Il y a un côté, ce qu'on appelle en anglais le whodunit, qui est le serial killer. Tu vois. Enfin, c'est le nœud du truc. Donc, tu as envie de savoir. Donc, tu vas jusqu'au bout. Puisqu'on te le révèle, vas pas être c'est déçu, ça. C'est la clé du truc. Donc, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Moi, je me rappelle c'est pas le premier jeu, juste petite parenthèse encore sur monsieur de Grutola, pour son vrai nom, hein, monsieur David Cage, hein, voilà. Donc David de Grutola, et qui nous avait fait un Fahrenheit qui commençait vachement bien avec la musique de Badalamenti, ça ressemblait à un vrai film, t'avais une ambiance de fou, sous un New York enneigé, tu te faisais posséder, tu faisais un meurtre et tout, je me suis dit, waouh, ce jeu ça a l'air complètement dingue, et la fin, c'était juste un jeu d'arcade, simulation comme un jeu de rythme en fait, t'avais l'impression de jouer à Guitar Hero, tu faisais un combat contre Matrix, contre des aliens et tout, enfin c'était ridicule, mais enfin Tu jouais à la guitare à un moment, non? Tu l'as bien pitché là. ouais, je crois, oui, c'est très probablement effectivement, mais c'est un jeu qui démarrait très bien mais qui finissait très mal, mais par contre bon, moi je trouve que c'est vraiment des jeux, voilà. Manu, tu voulais nous parler d'un autre jeu que toi tu as fini avec plaisir, j'ai l'impression. Oh putain de bordel de merde, de chier, de chef, de putain de conneries, de con, de putain de bordel de merde, que c'est bon de finir un jeu. C'est vrai quoi, finir un jeu et être heureux, et avoir envie d'y retourner, c'est bon ça. Encore plus avec un add-on Uncharted, jeu pour moi en mode add-on, sans add-on, ne me prends plus pour une nonne. Calmos. Chloé Fraser, découverte. Non Romain. Dans Uncharted 2 rempile ici dans une aventure stand-alone, et mon dieu, qu'elle est forte, qu'elle est bonne. Je spoil tout de suite, c'est mon préféré. Avec l'opus numéro 2, c'est mon préféré. Je pense que j'ai retrouvé mon amour de Chloé, avec cet amour du gameplay. Oui, moi c'est les brunes, femmes comme bière. Sérieusement, le jeu est très beau grâce au moteur graphique de Uncharted 4, il est exempt des bugs de ce dernier, et Chloé est devenue plus belle alors que Drake est devenu plus moche quoi. Bref, j'ai pris mon temps et j'ai beaucoup utilisé le mode photo intégré au jeu. Tellement le travail sur les décors est beau, j'ai maintenant pollué tous les ordinateurs que je croise avec ma tonne de nouveaux fonds d'écran. Merci le mode photo. Chloé se découvre... Non Romain. Et l'on apprend beaucoup sur son passé. Et pour l'occasion, nous en découvrons un peu plus sur le personnage de Nadine Ross, caractère bien trempé, découvert dans Une merde ratée de 4, même si je trouve bien horripilante, par moments, c'est un sacré duo. Car c'est une équipe de femmes que nous suivons, et c'est Chloé Fraser qui commande, et toi la manette, tu en redemandes. Beaucoup d'escalade et beaucoup de shoot pour un cocktail corrosif, de plus les énigmes sont bien tricky, et les combien bien triqués. Ça fait grandement plaisir de voir enfin une femme dans un jeu d'action qui a de l'intelligence et du caractère, telle une Lara, mais surtout une Aloy d'Horizon Zero. Ça c'est fort et le sexe n'est plus faible. Les dialogues font mouche et le doublage est excellent. J'ai beaucoup ri tout seul sur mon canapé comme un con. Le scénario n'est pas foufou mais assez prenant pour avoir envie d'en découvrir et d'en découvrir un peu plus au travers des 9 chapitres bien complets qui composent ce premier spin-off de la saga de Naughty Dog. Le jeu est court. Mes amis ici vous diront qu'il n'est pas original. Le méchant, sorte de Yassine Taoufik du pauvre à la coupe... à la coupe de cheveux moisis est inintéressant, c'est vrai. Mais moi qui reviens de loin avec cette franchise, j'y ai pris un grand pied, un vrai plaisir coupable. C'est comme retrouver de... J'ai envie de le faire maintenant. J'ai commencé le jeu, je confirme. Merci. C'est comme retrouver de vieux potes autour d'une bière, brune toujours, et ça fait du bien. C'est vrai quoi. Suivre cette aventure des deux dindes en cabriolant comme un dingue de cochon d'Inde avec des flingues qui déglinguent, ça dézingue. Et puis comme dit notre Laurent, c'est forcément un bon jeu puisque je l'ai fini. Waouh, merci Manu. Eminem Fora là, Motherfucker. Ok, très bien. On va pas revenir sur ce Uncharted, ou quelqu'un veut dire quelque chose dessus? Vite fait? Non. Non? Ok. C'est pas fait. Aller plus loin, aller plus haut, toujours
Moi j'ai un truc, il y a des jeux qu'on n'a pas envie de finir, qu'on prolonge, qu'on essaie de compléter, de rajouter des petites choses pour ne pas s'arrêter et en garder le plus sous le pied, un peu comme des romans où on approche de la fin du roman. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Oui, Anto? On va revenir encore sur The Last of Us, mais je me rappelle avoir traîné vraiment des pieds pour finir The Last of Us parce que je ne voulais pas, je voulais pas arriver à la fin. Je voulais pas que l'aventure se termine. Contrairement à certains autour de la table que je regarde actuellement qui trouvaient que le jeu était trop long. Dans The Last of Us, les derniers chapitres sont racontés de manière, tu vois arriver la fin, tu la vois arriver, t'es dans un couloir carrément quoi. Enfin, tu vois le truc arriver au bout. C'est un requiem. Ouais. Et moi j'y allais vraiment en traînant des pieds quoi, vraiment. Je voulais pas que ça se termine. Je voulais pas savoir. Dans Last of Us, moi j'avais effectivement le côté la fin arrive. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas ça. Et tu sais ce qui arrive. Et contrairement à un film, et c'est là où on a vraiment l'engagement émotionnel que décrivait Adil, c'est que le fait que tu joues sur le truc, je suis arrivé à la scène finale, et là où je m'aurais pu juste sauver la fille, j'ai rasé tout l'univers. J'ai buté tout ce qui existait alors que je n'étais pas obligé. J'ai tout buté pour récupérer, contraindre la fin à aller dans le bon sens et pas perdre un personnage important. D'ailleurs, je voulais tout de suite rebondir sur Laurent, qui a peut-être fait quelque chose d'équivalent dans un autre jeu qui est très important et qui lui tient peut-être un cœur. Non, mais je suis un peu embêté quand même, Yacine. Ça fait 3 ans que je prépare ce podcast en finissant plus mes jeux, et puis là, bam, un nouveau Zelda. Quand le jeu a été annoncé, je me suis inquiété. Oula, mais ça a l'air quand même vachement bien, ça. Et puis, je suis revenu à la raison. J'ai repensé au titre précédent sur Wii, Zelda Skyward Sword. Un titre dont le héros tombe du ciel dans un jeu qui m'est tombé des mains. Bah, au pire, ça fera comme Horizon Zero Dawn, un autre jeu d'aventure dans lequel j'ai planté l'héroïne à l'œil, au milieu de nulle part, avec son arc de chasse et ses rations de survie. Car comme souvent, ma soif de découverte l'a disputée à ma flemme chronique, ou, plus préjudiciable dans certains cas, à un ennui mortel. Il y a donc ces jeux qu'on ne finit pas, et ceux à n'en plus finir. Zelda Breath of the Wild, ou BOT en acronyme, est de la deuxième famille. BOT comme les bottes de 7 lieues. Ici, un souffle épique se fait sentir dès le réveil de Link, notre héros. On apprendra bien vite que 100 ans avant son grand sommeil, une guerre titanesque a eu lieu. Certains ancêtres sont encore là pour relater les événements, mais une grande partie de l'histoire reste floue. Et ce n'est pas l'amnésie dont souffre le héros qui va m'éclairer. Le témoignage le plus éloquent de ce sombre passé est sous mes yeux. D'immenses champs de bataille recouverts par les hautes herbes, d'imposantes murailles et contreforts effondrés, de vieilles armes rouillées jonchant le sol. Tout est pourtant paisible. C'est un trou de verdure où chante une rivière, l'aurait certainement dépeint le poète Rimbaud dans Le Dormeur du Val. Tout invite à la contemplation. Pour un peu, je me ferais bien griller quelques brochettes au coin du feu pour admirer le paysage. Mais ce calme est précaire, et le fléau qui a ravagé le pays il y a 100 ans est toujours là, affaibli et attendant d'avoir recouvré ses forces. Et c'est donc Bibi, le héros de la légende, que tout repose pour mettre un terme à la menace de destruction de tout un royaume. Mais bien avant ça, je vous cache pas que j'ai crapahuté sévère. Le royaume d'Hyrule est vaste et la promesse d'exploration s'étend à perte de vue. Partout où porte mon regard, il y a quelque chose qui m'attire. Un jour, lors d'une sortie cueillette de châtaignes avec ma mère, elle m'a dit « Bon chérie, on entre là, je me l'écaille !» Et comme de bien entendu, j'avais toujours un prétexte pour ne pas revenir à la voiture. Et c'est un peu comme ça, Zelda. Une tour sombre surplombant une crête, les vestiges d'un temple ancien au milieu d'un bois. Et je vous raconte même pas le jour où j'ai enfin découvert le lieu où était cachée la lame purificatrice. Si t'aimes Zelda, toi-même tu sais. Ouais, carrément. Au fur et à mesure de mon périple, je remonte le fil des événements. Je comprends mieux, à présent, à quoi servent ces étranges sanctuaires par centaines, et ce qu'on attend de moi, et surtout la manière dont je dois m'y prendre. Si vous imaginez que Zelda est une promenade de santé, détrompez-vous. Les ennemis et obstacles sont légion, et parfois sacrément coriaces. Heureusement, j'ai toujours dans mon sac banane une épée, une lance, une baguette de feu, enfin bref, une sélection à faire pâlir le rayon outillage de Casto. J'ai commencé le jeu en mai, et nous sommes au milieu du mois de septembre. Tel le procrastinateur, j'ai pas vraiment envie de finir le jeu, tellement celui-ci me happe. Mais je vois tout de même se pointer l'arrivée prochaine d'un Mario Odyssey. Et surtout, j'ai un Nier Automata auquel je ne sais plus quoi dire.
Mais si, je pense à toi. Promis, après c'est ton tour. Bon, allez, ce soir je me fais le boss de fin. Et elle me disait quoi la vieille l'autre fois sur la source du courage au sommet d'un pic rocheux. Eh ben, mais c'est reparti. 150 heures plus tard, et le jeu enfin bouclé, je ressors de cette expérience avec le sentiment d'avoir accompli et accompagné le parcours initiatique du héros avec mes propres décisions, mes propres déductions et découvertes. Et tout cela sans qu'aucun artifice scénaristique ne me presse ou ne m'impose ces révélations. Pour conclure, je dirais que Zelda Breath of the Wild est un grand jeu, immense dans sa superficie et profond dans son intérêt. Un jeu qui, et c'est étrangement le paradoxe de l'expérience, ne m'a jamais laissé aucun temps mort malgré l'aspect contemplatif et lent du voyage. Une aventure au sens noble du terme. Bravo. Tu me donnes envie de m'y remettre. Une belle description des petites grillades et du sac banane. Oui, Manu? C'est bien parce que moi ça me donne envie d'y retourner parce que c'est un jeu qui m'a totalement lassé. Sur le début, je me suis grave fait chier à me perdre dans ce monde. Aussi. Ouais, c'est l'open world et puis c'est génial. À un moment, on te dit attends, il y a des endroits, il faut que tu y ailles, puis tu peux jamais les atteindre, puis tu te perds et tes machins. Ouais, c'est un open world. J'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, mais il y a un moment, voilà. Et là, c'est bien, tu m'as donné envie d'y retourner. Peut-être qu'il. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas été sur Internet pour voir quelques petites solutions pour un petit peu me permettre d'avancer un petit peu plus vite, mais. Ah mais il y a pas besoin, enfin il faut pas regarder de solution. De toute façon, il y a pas de solution dans ce jeu. Enfin c'est que de l'exploration, donc. Il n'y a pas de difficulté a priori, quoi. Si Laurent parle comme ça, c'est que c'est le jeu de la promenade philosophale, quoi, tu vois. Ouais. C'est le truc Laurent, promenade. Mais il y a un truc qui est vachement bien, enfin, j'en ai pas parlé. Non, promenade. Là, j'en ai pas parlé parce que bon, ça a été expliqué en long et en large dans les magazines, enfin dans les tests, mais le gameplay, c'est vrai qu'il est vraiment surprenant. Et je m'en suis rendu compte, en fait, après des plus de 80 heures de jeu, si tu veux, j'avais... Non mais tu trouves une baguette, tu sais, enfin t'as plusieurs types de baguettes, t'as une baguette de glace, et bon, facilement, tu l'utilises, hop, ça gèle les ennemis en face, et puis après tu les tatanes à l'arc. À l'épée, pardon. Et puis, un jour, j'en ai gelé un, et puis par accident, en fait, en voulant éviter un autre adversaire, hop, je me suis collé à celui qui était gelé, et il s'est mis à glisser. Je me suis dit, mais c'est fou ça. Et après, aux abords d'une falaise, il y avait des ennemis, je les gelais, et hop, t'avais juste à les pousser dans le vide, et puis c'était fini. Avant, au lieu de perdre du temps à les tataner. Et t'as plein de petites découvertes comme ça, c'est de gameplay, de ce qu'on disait là, de gameplay systémique, c'est ça. C'est une action, on emmène une autre. Mais il y a vraiment des trucs qui sont complètement... auxquels tu penses pas. Enfin, tu sais, genre foutre le feu aux herbes, bon, c'est du tout venant, quoi. C'est la base, quoi. Mais il y a plein d'autres petites subtilités que tu découvres après des heures de jeu, souvent par accident, et c'est juste génial, quoi. Oui, Virgile. Je vais pas aller plus loin, je vais pas beaucoup élaborer là-dessus, mais on en parlera plus tard. Ouais, je rejoins Laurent sur le gameplay systémique qui est vraiment très développé et vraiment super. Si j'avais eu 10 ans, ça aurait été le seul jeu dont j'avais besoin. Vraiment, tu peux t'amuser des heures et des heures. Moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et malheureusement, je suis comme Manu, je me suis un peu fait chier, quoi. Donc j'ai suivi l'histoire. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le premier épisode de J'aime jouer, je disais j'ai envie de jouer à ce Zelda parce que j'ai vu dans le trailer, il y a Zelda qui pleure. Ouais. Et ça me donne vraiment envie, ça a l'air vraiment intéressant. Ouais, et la scène au final est ridicule. Et c'est vraiment naze en fait. En fait, le scénar est vraiment naze. Flashback de merde. Ce Link muet là, il faut arrêter, quoi. C'est plus possible. On est en 2017, il faut sortir de ça, quoi. De ce personnage, soi-disant le lien avec le joueur, il est muet. Non, c'est nul. Les scènes sont nulles. Ça joue avec Cuphead après. Sortir les ordonnances là bientôt. Toutes les scènes sont nazes. Le scénario est naze. Alors, c'est un super open world. Par contre, je me fais chier. C'est peut-être le meilleur Zelda, mais je trouve que les combats sont un peu soporifiques. Enfin, il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait. Il n'y a pas vraiment d'enjeu vidéoludique, je trouve. Les scènes, elles sont nazes, mais en même temps, l'histoire du jeu, tu te la racontes à toi-même, en fait. C'est ça la force de Zelda. Ça, en fait. Tu te dis, je vais aller là, je vais faire tel truc. C'est un jeu de rêveur. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui rêve, hein, pas un mec qui prend des extras et qui danse. Hein. Oui. Moi, je suis un beauf qui regarde TPMP, donc c'est pas pour moi, quoi. Dégage. Crève. Je pense qu'on a assez parlé de Zelda et chacun des auditeurs a dû y jouer ou s'y intéresser. Anto, lui, parle carrément de finir et il a une notion par rapport à ça. Et il a
il va prendre du temps pour finir ou un truc comme ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, en fait, petit nota bene pour nos auditeurs. On s'est fait une petite réunion juste avant la reprise de cette saison de podcast pour savoir si on avait envie de continuer, nos espoirs, nos attentes, tout ça pour ça. Et j'ai bien réfléchi à la question, mais je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Je vous ai écrit une petite lettre, j'ai quelque chose à vous annoncer. Mon cher Yacine, mes chers amis, le moment est grave et c'est le cœur lourd et l'estomac noué que j'ai ce soir décidé de vous lire ma lettre de démission. En effet, au vu des circonstances actuelles, je préfère rompre le contrat qui me lie à ma vie sociale. Ouf. Depuis le début de cette année, je pense n'avoir fini qu'un seul jeu, Nier Automata. À côté de ça, mon tiroir est un champ de ruines dans lequel s'entassent tous ces jeux qui désormais me supplient d'être terminés. Horizon, Nioh, Zelda, Persona 5, je les trouve tous excellents, mais pourtant je n'ai vu la fin d'aucun d'entre eux. J'ai préféré passer des centaines d'heures, oui des centaines, cette année à jouer à des jeux qui ne se finissent pas. Overwatch, PUBG, et même un petit peu de The Binding of Isaac et de Mario Kart sur ma Switch pendant les pauses tickets resto poulet crudité. Faut dire que ces jeux me rappellent un peu les après-midi arcade où les jeux n'avaient que pour seule limite le nombre de pièces que j'avais dans mon cartable. À côté de ça, j'adore les jeux qui se terminent, les jeux qui ont une histoire quand même. Je me souviens avoir chialé comme une pucelle devant Silent Hill 2, avoir vibré de stupeur en terminant Metal Gear Solid 3, ou encore avoir droppé le pad comme un patron en finissant Dark Souls. Une bonne fin, c'est épique, ou triste, ou beau, ou tout ça à la fois, mais encore faut-il qu'elle tombe à pic. Pas trop tôt, ou encore moins, pas avec le mauvais goût d'annoncer la suite pour l'an prochain, ou pire, horreur des horreurs, sur un DLC déjà tout prêt à micro-onder. Non, une bonne fin, ça se mijote tout le long du scénario afin de faire exploser les papilles narratives et dresser les poils de tes bras. En me séparant ce soir de tout contact avec le monde extérieur, j'espère à nouveau vivre quelques-unes de ces expériences glorieuses. Je vous rassure, j'ai déjà eu quelques entretiens réguliers récemment avec Persona ou Zelda, et les dernières semaines, j'ai même eu une jolie proposition du tout nouveau Evil Within. En vitrine, il m'a gentiment regardé et il m'a lancé « et dis donc toi là, j'ai très envie de visiter l'immeuble où t'habites. » J'ai répondu « D'accord pour l'immeuble. » Depuis, lui et moi, on se plaît beaucoup. Post-scriptum. Je désire toutefois maintenir ouvertes les relations sociales avec les prestataires de livraison en tout genre, pizza, japonais, cannabis, thaïlandais, cheeseburger, etc. Pour aller au bout de ces voyages, il va me falloir beaucoup de carburant. Merci Anto. Super Anto. Magnifique. Notre moine joueur nouvellement Anto. Alors, je suis tout à fait d'accord, vous jouez beaucoup trop à des jeux qui ne se finissent pas. C'est vrai qu'avec tous ces jeux qui ne finissent pas, je comprends que tu aies envie de couper ta vie sociale, Anto. Je comprends très très bien et je crois que quelqu'un d'autre te comprend et c'est Guillaume qui veut nous dire quelque chose. Et oui Yacine, parce que je vais vous parler donc des jeux sans fin FIN, auxquels on joue parfois sans fin FIN. Parce que oui, parce que oui, des fois, on a beau avoir un beau scénario à la Shyamalan, une héroïne charismatique comme Ripley, ou une mise en scène à Michael Bay, en fait tout ça, c'est du cinéma. Et c'est pas du jeu vidéo. Finalement, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est des principes forts et des mécaniques de jeu bien huilées. Alors justement, pour parler de ça, je vais vous parler en fait de PlayerUnknown's Battleground. C'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment. Oh non. Voilà, c'est simple. Le phénomène actuel. PUBG pour les intimes. PUBG, wesh. PUBG comme disent les anglo-saxons. Voilà, alors je vais rappeler le principe rapidement. Donc on a 100 joueurs parachutés sur une île déserte qui s'affrontent et il ne peut en rester qu'un ou une. Voilà. Un jeu multi. Simple. Donc un jeu multi, tout à fait, et PC. un jeu PC et un jeu de Battle Royale. Et donc, comme tous les bons jeux sans fin, ce qui fait la force de PUBG, c'est la variété des situations auxquelles le joueur se retrouve confronté pendant une partie. Voilà, le plus souvent, les combats sont intenses et certains lieux ne manquent pas de faire ressurgir ces instants épiques ou honteux à la mémoire du joueur. Joueur qui est poussé à se dépasser et à s'améliorer pour survivre le plus longtemps possible, jusqu'à atteindre le Graal. Décrocher la victoire et sortir vivant de cette épreuve. Alors de Graal, justement, parlons-en, parce que de mémoire de joueur, j'ai rarement vu un écran de fin aussi pourri, aussi dégueulasse. Je m'explique. C'est clair. Aucun son, aucune musique, ni animation éblouissante pour souligner l'exploit
que vous venez d'accomplir. À côté, franchement, la fin de Super Mario sur NES, c'est le 14 juillet, quoi. Donc là, en cas de victoire laborieusement arrachée, C'est clair. vous serez récompensé par un simple message affiché à l'écran. Winner, winner, chicken dinner. Voilà, en gros, le jeu, il vient de te dire que t'as gagné un repas au poulet. Non mais sans déconner, là, on se foutrait pas un peu de ma gueule, là? Tout ça pour ça? J'y crois pas. Bah non, j'y crois toujours pas, ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu ces mots s'afficher sur mon écran. Difficile pour moi de trouver les mots. Voilà, dernier joueur qui vient de tomber sous les balles de mon AK-47, et là une joie intense m'envahit. Une sensation d'accomplissement parfait. Voilà, en 2 mots, un orgasme vidéoludique. Oui, si, ça existe. En tout cas, j'ai rarement eu un jeu qui m'a donné autant de plaisir, de satisfaction. Je parle de jeu. Hein. Pervers. De jeux vidéo, tu veux dire. Voilà, de jeux vidéo, bien sûr, de jeux vidéo. En gros, c'est comme si j'avais chopé la super étoile d'invincibilité de Mario Bros, mais pour de vrai. Voilà, c'est comme si j'étais invincible quoi, dans la vie, comme si je me baladais dans la rue avec Scarlett Johansson à mon bras. Quoi. Enfin, vous voyez l'idée. Quoi. C'est Monica vraiment, Bellucci, ça dépend des goûts. Quoi. Ça dépend des goûts, vous mettez qui vous voulez à votre bras. Tant que ça vous fait plaisir. Un poulet rôti. Un poulet rôti pour Yacine. Chicken dinner. Voilà, c'est Jaja Johansson. Mais là, en fait, c'est le drame. Ouais, c'est le drame, parce qu'en fait, c'est vraiment le début d'une descente aux enfers. Pourtant, t'avais fini, t'es le premier, t'as fini. Ouais, mais non content d'avoir décroché la timbale, me voilà condamné à vouloir retrouver cette sensation encore et encore. Ah, c'est la drogue. Un vrai junkie, mais ouais, c'est ça, exactement. Malheureusement, comme toutes les drogues, enfin, à ce qui paraît, hein, c'est la première fois la meilleure. Je confirme. C'est vrai. Donc voilà, Je parle de PUBG. Hein. je cours sans arrêt après ma Madeleine à la volaille en espérant qu'elle me retrouve, mais ça marche pas. Donc j'aime et je déteste ce que PUBG a fait de moi, quoi. Un joueur poulet addict. Bon voilà, ça fait déjà 300 heures que j'ai passé sur le jeu. 300 heures. Eh ouais. Pour quelques maigres repas dont le goût s'estompe petit à petit. Et pire encore, j'en ai presque perdu l'envie de jouer à d'autres jeux. Comme quoi, méfiez-vous des jeux sans fin. Plusieurs comme Romain avec Hearthstone y ont laissé des plumes. D'autres essayent sans arrêt de vous faire plonger avec eux comme Adil et Yacine sur Overwatch. Oui. Un vrai traquenard. Quoi? Enfin bref, ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Moi, je joue à StarCraft, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Merci Guillaume. Super Guillaume, hein. T'as level up le niveau de la première. Quel fils de pub. Si tu me dis. Merci Guillaume d'avoir parlé des jeux sans fin. On peut finir un jeu, mais il reste souvent des choses qu'on a laissées de côté. Certains n'en restent pas là, ils veulent le faire à 100%. Eh oui, ils veulent le platiner, avoir tous les trophées, être celui qui a vidé la pièce, pris tous les objets et fait toutes les quêtes. Quel est l'intérêt de cette démarche jusqu'au boutiste? Pourquoi aller jusqu'au bout du jeu? Est-ce que quelqu'un le fait? Virgile? Je confesse, je l'ai fait. J'ai commencé avec Bloodborne. Et pourquoi? Parce que simplement, cet univers, à la fin, quand je suis arrivé au bout et que j'ai tué le boss, j'en avais... platiné Bloodborne. Ouais, monsieur, j'ai platiné Bloodborne. Merci. Non mais C'est une grosse étoile de gamer là, quand même, vraiment, il y c'est a bien. certains jeux, quand tu les platines, moi j'ai... Tu vois, j'ai Guillaume j'ai aussi. platiné de Witness, ça vaut rien. J'ai Ouais, platiné de Bloodborne, j'avoue, c'est pas la respect, même. tu vois. Non mais c'est simplement Ceinture que noire, quoi, tu vois, c'est tout de suite... quand je suis arrivé à la fin de ce jeu, j'en avais juste pas assez en fait. Il m'en manquait, j'avais encore envie, je voulais encore ma dose. Donc tu relances un run, t'en fais 3 parce qu'il y a 3 fins, puis après tu fais les donjons, et puis après tu fais ci, après tu fais ça. Tout simplement parce que t'en veux encore, quoi. T'as juste encore envie de cet univers. Je me sens bien dans un univers, j'adore ce que ça me propose, j'ai envie de continuer, quoi. Tu vois. Damien? Eh ben moi j'ai jamais aimé les succès. J'ai les succès ou les trophées. Dans la vie en général ou Non, en jeu vidéo. Quand tu faisais du judo, ça allait. Celle-là c'était agréable. Mais en gros j'adore le concept. Ça fait toujours plaisir de recevoir un trophée ou un succès. Par contre, je trouve que les défis qu'ils nous demandent sont cons. Et je préfère généralement quand c'est des récompenses en jeu, en fait. Donc, je préfère qu'on me donne envie de rejouer au jeu, pas pour gagner 50 points ou pour gagner un platine, mais plus pour débloquer un nouvel item, redécouvrir le jeu derrière, etc. Qu'est-ce qu'il y a après la fin? Une fois qu'on a fini un jeu, il y a quand même une question à se poser. Il y a souvent le New Game Plus qui arrive. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que les New Game Plus se valent tous? Et quel est l'intérêt des fins multiples? Parce que moi je vois souvent le New Game Plus, mais j'ai pas l'impression que tout le monde est à la même école et tout à la même valeur. Anto? On va
encore reparler de ce fameux Nier Automata, ou enfin même le premier Nier qui, tu termines le jeu, et puis tu le commences une deuxième fois et tu dis ah bah tiens en fait c'est pas le même jeu, et puis c'est pas la même histoire, ou alors j'ai des morceaux de scénario en plus, et puis tu le comprends différemment, et puis tu le fais une troisième fois, et puis encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et plus tu termines le jeu, plus tu découvres qu'en fait la fin du jeu n'est pas une fin en soi, c'est juste une fin de chapitre, et ça c'est super intéressant. En dehors des New Game Plus comme Nier Automata dont tu parlais, Anto, qui apporte du plaisir et puis une nouvelle lecture de l'histoire, il y a simplement New Game Plus qui te permet de refaire le jeu parce que t'as kiffé le jeu, quoi. Et moi c'est ce qui m'est arrivé sur Dark Souls 3. Ça c'est pas du New Game Plus, ça c'est tu rejoues au même jeu. Bah non, parce que Ah oui, tu rejoues mais t'es super balèze quand tu recommences le jeu, quoi. C'est le principe d'un New Game Plus, quoi. C'est le même jeu, sauf qu'il y a certains critères qui changent, quoi. C'est le principe d'un New Game Plus. Le vrai New Game Plus, pour moi, c'est quelque chose qui t'apporte soit une relecture, comme vraisemblablement ce qu'est Nier et Nier Automata. Il y a très peu d'exemples. Mais moi justement, ce que je dis, c'est que moi, ça m'apporte pas une relecture. Ça m'apporte juste un prétexte pour rejouer au jeu et kiffer, quoi, tu vois, genre... Et faire une autre fin, par exemple. Ouais, Damien ? Oui, t'as différents types de New Game Plus, de toute façon. T'as ceux qui, un peu classiques, où tu vas garder les compétences de ton personnage, tu vas continuer, le jeu va être encore plus dur, donc au final, t'es dans la proportionnalité du truc, tu continues ton expérience, etc. T'en as comme Nier Automata plus originaux, où en fait, tu vas carrément redécouvrir, voire avoir une nouvelle mission, en fait, une nouvelle aventure. Donc là, la surprise, elle est grande et c'est super agréable. Et t'as aussi des New Game Plus comme Resident Evil par exemple, où tu vas tellement avoir été habitué à jouer à Resident Evil que tu vas jouer différemment dans ta seconde partie. C'est-à-dire que tu vas avoir un bazooka et tu vas te mettre à tirer sur tous les zombies alors que t'as fait que de les esquiver parce que t'avais pas assez de munitions dans la première partie. Et ça du coup, c'est génial parce que tu te sens encore plus fort. T'as compris le système de jeu, c'est ce qu'on disait un peu sur les jeux japonais tout à l'heure, et tu vas jouer avec ces règles-là différemment. Mais quand je parlais de Bloodborne et Dark Souls, ça fait aussi partie du plaisir en fait. T'as passé 100 heures à te chier dessus, à claquer des fesses en mode un mob qui arrive sur moi, et là tu recommences une game plus, tu fais je connais le jeu par cœur. D'ailleurs dans Bloodborne, même au sein de la première partie, tu le ressens ça. C'est à force de t'habituer, tu reviens dans une ancienne zone et t'es plus fort. Oui, tout à fait. Je me permets juste de dire et de rebondir sur ce que tu as dit, Damien, c'est qu'effectivement, je pense que le New Game Plus a été amené par les créateurs japonais à l'occasion, je crois, c'est Chrono Trigger, qui donnait donc un New Game Plus pour avoir une relecture différente dans des temps dissociés, parce que c'est l'enjeu de Chrono Trigger, de l'histoire, peut-être un ancêtre de Nier Automata, pour relire l'histoire et la refaire de nouveau, et avoir peut-être le plaisir originel de refaire toute l'histoire, mais avec un éclairage différent. Oui, Manu ? Quand tu joues par exemple à Inside, il y a une autre fin, mais alors qui est tellement barrée dans la manière de l'obtenir que là, tu t'es vraiment investi dans le jeu. Et là, ça dépasse même le gameplay. C'est un espèce de truc ultra personnel. C'est comment tu perçois le jeu, les clés qu'on t'a données et tout machin. Ça n'a rien à voir à rejouer le jeu d'une manière plus puissante ou quelque chose. C'est vraiment une autre vision, une autre porte qui est ouverte. Ok, bon, tout ça, ça me donne envie d'aller retourner finir mon persona. Bravo à tous. Vous êtes arrivés à la fin du podcast. Je vous décerne le trophée du meilleur auditeur, des meilleurs participants. Et pour l'auditeur, écoute-moi bien, tu as donc le respect de notre communauté. Et si tu veux, tu peux essayer de platiner J'aime jouer en écoutant tous les podcasts dans le sens inverse. Et dans le sens normal, t'en as à peu près pour l'instant 13. Tu vas t'éclater et devenir sourd, je pense, sauf si tu parles allemand et tu comprendras des trucs cachés. 14 peut-être. Et écoute donc tous les podcasts, tu peux les commenter aussi. Et nous on te dit à bientôt dans 2 ou 3 semaines. On te fait des gros bisous. Bye bye. Salut. Oui, monsieur. Personne ne sait que vous êtes le troisième Solidus.
identifier toutes celles et ceux qui constituent une menace. Ils circulent, ils sont sur Internet, ils mènent des réseaux. Oui, monsieur, j'ai récupéré les données de l'exercice Rex. Ils sont dans nos aéroports, dans nos gares. Oui, monsieur. Je créerai une task force, une cellule, qui coordonnera les services de renseignement. C'est la mère des batailles. Oui, monsieur. Foxdive va s'activer très bientôt. Le reste, ça ne sert à rien. Oui, monsieur. Je suis d'accord. Pour diriger le monde libre, on a besoin d'un individu aussi équilibré que vous. C'est pour cela que nous avons besoin d'une plus grande coopération. Finalement, c'est l'inférieur qui a gagné. Je sais à qui je le dois. D'accord. Merci. Au revoir, monsieur le président. Perlimpinpin.